Parfait. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on commence, si ça vous va. Insolente Veggie, ah oui, qui fait des bandes dessinées, qui est très bien. Alors, Je pense que euh, normalement, tout le monde voit mon écran partagé. voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous ne voyez pas l'écran avec marqué féminisme et animalisme. Mais je pense que c'est bon, donc Ok. on va pouvoir y aller. Ah oui, puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, car on les posera à la fin de l'exposé, afin qu'il y ait voilà, un échange à la fin du diaporama. Donc, toutes les questions dans le chat. Voilà, on attend vos questions avec impatience. Alors, tout d'abord, un petit point technique, effectivement. Nous avons coupé vos micros et vos caméras pour une raison de bande passante, pour permettre à chacun et chacune de conserver un bon débit, de pouvoir nous entendre et de nous voir surtout. Et voilà, vous pouvez envoyer toutes vos questions dans le chat et on vous envoie toutes les informations d'ici peu pour que vous puissiez le partager autour de vous et que les informations s'imprègnent bien. Donc là, on vous prévient qu'on va évoquer des violences physiques, sexuelles, qui vont avoir lieu à la fois sur des animaux, mais on va faire parfois un parallèle là aussi avec l'humain. Donc voilà, pareil, on préfère vous prévenir. On vous rassure, pas d'images violentes. On va pas diffuser de vidéos, pas d'images, donc tout va bien, hein. On est quand même dans un espace sécurisé. Si jamais il y a la moindre gêne ou voilà, au moindre malaise, n'hésitez pas à nous l'évoquer ou à partir, mais on préfère vous prévenir. Donc voilà. Donc je me présente à nouveau. Moi c'est Meryl, donc je fais partie du comité d'administration de l'antenne de Paris d'Oser le féminisme et je suis principalement active dans les groupes Journal et Abolition. Donc le groupe Journal paraît 3 à 4 fois dans l'année. Euh, Euh, comment? je suis pas sûre que. Enfin, j'ai encore des bugs, Meryl. J'ai à peu près un mot de temps en temps que j'entends plus. Ah, Quand tu parles. est-ce que vous m'entendez là? Oui, je t'entends bien. Oui, vous m'entendez? Bon, alors Bon, on me c'est dit peut-être que moi. ça va. C'est peut-être ta connexion, Juliette. Donc, groupe journal, donc, c'est un groupe qui permet de créer du contenu féministe sur des sujets particuliers ou qui est ouvert aux militantes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse d'écrire des articles. Et je fais également partie du groupe Abolition, Porno, Prostitution et GPA. Voilà. Et ensuite, nous avons Juliette, qui est également administratrice de l'antenne d'Oser le féminisme. Donc, je te laisse te présenter, Juliette, si tu le souhaites. Bon, voilà, moi, je suis à l'antenne de Paris et principalement au groupe Libération des sexualités des femmes et Lesbifem. Super, merci Juliette. Et ensuite, nous avons notre invitée de la soirée, invitée spéciale, Williane Pilate, qui est une militante féministe intersectionnelle. Donc, je te laisse te présenter et te présenter ensuite la Veggie Pride, si ça te va. Donc, moi, je suis Mélanie Pilat. Je suis présidente et co-organisatrice de la Veggie Pride, qui est une association qui lutte principalement pour la fin du spécisme et pour dénoncer aussi les pressions sur les végétariens, végétaliens, véganes. Euh, à titre personnel, je suis végétarienne depuis plus de 20 ans et végane depuis 2014 où j'ai commencé justement le militantisme pour les animaux au sein de la Veggie Pride. Parfait. Voilà. Donc, la soirée va se dérouler de cette manière. Donc, nous allons vous représenter à nouveau les associations un peu plus en détail. Et ensuite, nous allons vraiment définir de quoi on parle, c'est-à-dire qu'est-ce que l'animalisme, qu'est-ce que ici le féminisme, euh, quelle est la différence avec l'antispécisme pour l'animalisme et quelle est la différence avec le sexisme pour le féminisme. Ensuite, pourquoi devient-on animaliste? C'est vrai qu'on peut se demander comment on en arrive là, et par quel biais, qu'est-ce qui nous amène vers cette voie-là. Nous ferons ensuite le lien entre spécisme et sexisme. Et ensuite, nous allons nous interroger, puis également, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans le chat pour nous dire comment adapter notre lutte féministe pour être en lien avec le bien-être animal et le végétalisme. Donc, voilà, on va réfléchir ensemble.
échanger sur ce sujet. Et donc, je rappelle qu'on attend vos questions dans le chat s'il y a besoin. Donc, William m'a dit que parfois ton son est un peu faible, donc n'hésite pas à garder ton micro près de... Voilà. J'ai rapproché mon micro, j'espère que ça ira mieux. Voilà, merci William. Alors, donc Oser le féminisme est une association féministe qui a été créée en 2009, il y a 11 ans, qui est reconnue d'intérêt général. Donc, lorsque vous adhérez, vous avez une super réduction fiscale de 66%. Donc ça, tout est sur notre site si jamais vous désirez adhérer et participer à nos actions, à nos groupes. Comme on disait, il y a le journal, mais il y a également le webzine en ligne. On fait des interventions en milieu scolaire pour faire de l'éducation sexuelle. Et nous créons aussi beaucoup de contenu, à la fois donc, comme ce soir, des webinars, mais également des conférences en réel qu'on appelle les Feminist Talks. Et puis on a un camp de formation qui s'appelle le Feminist Camp. Donc nous sommes une association progressiste, laïque, universaliste, intersectionnelle et abolitionniste. Et nous sommes indépendants des partis politiques. Nous sommes actives et nous luttons vraiment de manière poussée contre la biphobie et la lesbophobie. Et maintenant, on va laisser Willen présenter la Veggie Pride. Est-ce que tu es là, Willen? T'as coupé ton micro. Ah, attends. C'est bon là, voilà. C'est bon. Voilà, des petits problèmes techniques, ça se coupe Donc, parfois. je disais, la Veggie Pride, c'est... Ah oui. Donc, la Veggie Pride, c'est une association qui a été créée en 2001 par un petit groupe de militants qui souhaitaient faire valoir leurs droits en tant que végétariens, végétaliens, véganes. C'est-à-dire qu'on reconnaisse au niveau de la société que leur existence et aussi qu'ils avaient besoin de manger partout, tout le temps, etc. Et aussi de porter la lutte pour les animaux comme une vraie lutte sociale, une vraie question politique. Du coup, nous, on continue dans la même lignée. Donc, on lutte pour la fin de l'exploitation des animaux. Et donc, on lutte aussi pour sensibiliser au spécisme. Ça, je crois qu'on va le définir un peu plus tard. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et nous aussi, on dénonce la pression que subissent les végétariens, végétaliens, véganes à partir du moment où ils le sont pour les animaux. Quand on parle de pression, ben, ça va être toutes les petites, toutes les moqueries, toutes les remarques, tous les procès, etc. qu'on va nous faire, parce qu'on estime que tenir compte de l'intérêt des animaux, c'est pas une question légitime, qui est toujours plus important, que c'est de la sensiblerie malvenue, etc. Donc voilà. Exactement. On va passer aux définitions. Pour commencer. Je te laisse si tu le sens, Willen. Alors, du coup, je veux bien que tu définisses le féminisme et que je rebondisse sur l'animalisme. Alors, le féminisme, je pense que c'est pour ça que vous êtes là de base, c'est que ou vous avez forcément entendu parler de ce webinaire via Oser le féminisme, plus majoritairement, ou via la VG Pride. Le féminisme, c'est la lutte pour que les femmes puissent vivre en sécurité, en sérénité, avec dignité, pour la fin des violences masculines, quelles qu'elles soient. Donc, la manière de se battre contre ça, voilà, c'est l'antisexisme, même si c'est un mot qu'on n'utilise pas vraiment, c'est militer, vivre son féminisme au quotidien. Enfin, en tout cas, moi, je dirais que c'est notre première manière, en tout cas, de nous battre pour être en sécurité. Voilà. D'accord. Et du coup, l'animalisme, c'est à peu près la même chose pour les animaux. C'est marrant de voir à quel point les définitions, elles s'imbriquent. Du coup, l'animalisme, c'est vraiment un mouvement qui s'appuie sur l'éthologie, les recherches sur la sentience, c'est-à-dire la capacité des animaux à pouvoir ressentir de la douleur, de la joie, du plaisir, etc.
et s'appuyer sur donc cette sentience pour dire que c'est pas un critère pertinent que de se baser sur l'espèce pour exploiter et tuer les animaux. Du coup, on parle d'antispécisme à moment-là. Donc, le spécisme, c'est justement considérer qu'il y a des espèces supérieures et des espèces inférieures, et que donc les espèces inférieures, on a le droit de faire ce qu'on en veut, d'exercer des cruautés inutiles, etc., sur ces espèces-là. Et du coup, l'antispécisme dit, ben non, le critère d'espèce n'est pas un critère pertinent pour exercer des violences sur les dominés. Comme le féminisme estime que le critère de sexe n'est pas un critère pertinent pour exercer des violences sur le sexe dominé. Voilà. On recherche en fait dans l'antispécisme l'égalité, une égalité de considération, une égalité de traitement basée voilà, sur le fait que les critères moraux sont importants et que c'est inutile de faire souffrir des animaux. Enfin, c'est inutile de faire souffrir des animaux sans nécessité en fait, parce que manger de la viande, aujourd'hui, on sait que c'est pas une nécessité. Et, euh, et du coup, voilà, on se bat pour cette égalité-là, une égalité de considération. Alors, on a un petit problème technique. Alors, oui, Juliette, tu n'as plus ton micro activé. Est-ce que c'est bon? Merci. Et tu peux remettre ton diapo si tu peux. Oui, carrément. Voilà, merci. Carrément. Voilà. Alors ça arrive, donc voilà. Voilà. C'est bon. Ouais. Merci. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a notre Internet qui s'est complètement coupé. Bon, c'est les aléas du direct, ça arrive. Exactement. Voilà. Donc, je n'ai pas entendu les définitions de Willen, mais je pense que je sais ce qu'elle nous a expliqué. Voilà. Donc, merci Willen. Voilà, donc la meilleure manière de lutter pour le droit des personnes animales, ça va être de boycotter toute violence contre les animaux, de la même manière que pour lutter contre les violences masculines contre les femmes. La meilleure manière, c'est quand même de militer, à essayer de nous visibiliser un maximum et de faire valoir nos droits. Mais lutter pour les animaux, ça passe tout d'abord par changer son régime alimentaire, donc devenir vegan. C'est en devenant... Enfin, le véganisme et l'animalisme, on est quand même sur des liens qui sont un peu... C'est-à-dire qu'il est possible d'être vegan sans être animaliste, mais il devient très difficile d'être animaliste sans être vegan. Ainsi, j'avais envie de vous faire un petit résumé des différentes raisons pour lesquelles les personnes deviennent véganes. La première raison, c'est pour notre santé. Oui, parce qu'aujourd'hui, la manière dont on a de se nourrir, enfin, en tout cas les Européens, en tout cas en France, ne nous aide pas du tout à rester en bonne santé. Rien qu'un exemple, c'est que en moyenne, un Français ou une Française va consommer 66 kg de viande par an. Or, la viande, ce n'est pas totalement quelque chose pour lequel notre organisme a été fait. Enfin, c'est-à-dire que d'un point de vue anatomique, notre système digestif va plus se rapprocher de celui des herbivores que de celui des carnivores. Et notre système digestif va véritablement s'épuiser à digérer la viande, à digérer quelque chose qui, de manière générale, ne nous apporte pas autant de bien que ce que l'on pense. C'est pour ça que je vous ai mis les maladies cardiovasculaires, les cancers ou les diabètes de type 2. La consommation de viande, c'est généralement l'accumulation dans l'organisme d'hormones, d'antibiotiques, de produits chimiques qui sont donnés aux animaux dans les élevages industriels, mais aussi d'insecticides. Aujourd'hui, les insecticides dans la viande, ils sont 12 fois supérieurs à ceux qui sont retrouvés dans les céréales, puisque c'est une conséquence directe de ce qu'on donne à manger aux animaux. Aussi au niveau du poisson, finalement, arrêter le poisson va diminuer, de manger du poisson va permettre de diminuer les risques dus à une intoxication à long terme, tout simplement parce que les chairs, la viande du poisson va absorber tous les polluants marins, les métaux lourds, le mercure et autres pesticides qu'on trouve dans les océans.
Au niveau des produits laitiers, je vous ai mis que ça permettait de prévenir certaines infections et certains cancers. En effet, parce qu'aujourd'hui, les vaches dans les systèmes laitiers vont produire jusqu'à 50 litres de lait par jour avec des hormones de croissance, alors que d'habitude, ça devrait être plutôt 14 litres de lait par jour. Et ces hormones de croissance-là, elles ont été liées par certaines études par le développement de cancers lymphatiques. Et également pour ne pas qu'elles s'épuisent trop vite et que leur organisme rejette toutes les infections auxquelles elles sont sujettes tout le temps de leur courte vie, on va leur donner de très fortes doses d'antibiotiques. Et le taux d'antibiotiques dans le lait est aujourd'hui 100 fois plus élevé qu'il y a 25 ans. De manière générale, arrêter tous les produits animaux va permettre de lutter contre l'antibiorésistance pour les raisons que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on est obligé de donner beaucoup d'antibiotiques aux animaux parce qu'ils sont confinés avant d'être abattus et le confinement, leur confinement n'a rien à voir avec le confinement qu'on a vécu, hein, bien sûr, va leur favoriser le développement de plein de maladies juste par le fait que les animaux sont entassés les uns sur les autres. Donc, on est obligé de les gaver d'antibiotiques pour ne pas qu'ils décèdent avant que l'on puisse consommer leur viande. Et de manière générale, il y a quand même toutes les études qui montrent que les 3/4 de nouveaux pathogènes qui ont affecté les humains pendant ces 10 dernières années vont provenir des animaux et des produits animaux. Et en fait, si on ne consommait pas les animaux, il y aurait plein d'épidémies qu'on pourrait éviter. Je peux donner l'exemple du coronavirus qui est quand même très actuel. Voilà. Secondo, certaines personnes deviennent véganes pour des raisons liées à l'environnement. Je vous ai mis que l'élevage représente la seconde cause d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit 14,5% des émissions globales. Donc, c'est avant les transports. Donc, avant de se demander est-ce qu'on devrait prendre la voiture ou prendre le bus, il faudrait d'abord réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette, puisque produire 1 kg de bœuf va émettre 50 à 80 fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilo de blé. Au niveau de la déforestation, 80% de la destruction de la forêt amazonienne et 70% de la déforestation mondiale sont liés à l'élevage, puisque cette déforestation est devenue nécessaire non pas pour cultiver des céréales, mais non pas pour nous nourrir, nous les humains, mais bien pour nourrir les animaux non humains que nous allons ensuite consommer. Au niveau de la consommation d'eau, il faut savoir que l'élevage est extrêmement gourmand en eau, puisqu'il faut irriguer toutes les cultures qui sont nécessaires à l'alimentation des animaux, à l'abreuvage, à nettoyer les animaux et nettoyer les établissements. Mais également que les déchets animaliers vont polluer les eaux beaucoup plus que toutes les autres industries. Toute cette pollution des cours d'eau en engrais, en pesticides, en nitrates, en ammoniac va se déverser jusqu'au rivage, les mers, les océans et vont causer une grande de conséquences désastreuses sur la vie marine. On connaît bien cet exemple en Bretagne avec toute cette grande concentration d'élevage de cochons c'est les algues vertes, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Bon, en tout cas, c'est dû aux ammoniacs à l'ammoniac qui est reversé par ces élevages de cochons. Et il faut savoir qu'en France, on est le premier pays émetteur d'Europe d'ammoniac, avec 95% des émissions d'ammoniac qui sont directement issues de l'élevage. Je vous ai mis ici que pour produire 1 kg de bœuf, on nécessite 15 000 litres d'eau en tout, sur tout le processus de production, alors que pour 1 kg de pommes de terre, c'est que 900 litres d'eau. Voilà, majoritairement, de par le fait que les océans sont pillés de leurs ressources, puisque à chaque fois qu'on a besoin à chaque fois qu'on décide de pêcher 500 grammes de crevettes, 13 kg de poissons vont être accidentellement pêchés puis remis à la mer. 40% des poissons qui vont être pêchés dans le monde vont être destinés à l'alimentation des animaux, des bovins, des porcins, de la volaille, alors que la plupart de ces animaux, comme les poules, vont être de base de purs végétaliens, mais on sèche des poissons qu'on réduit en poudre pour pouvoir les nourrir. Et ce sont les dernières études qui ont montré que si on ne changeait rien à notre comportement, alors les océans seraient complètement vidés de leur vie en 2048. Voilà, 2048, c'est demain. OK. La troisième raison pour laquelle certaines personnes vont devenir véganes vont être pour les autres personnes humaines. D'abord,
bon, c'est pas la chose auquel on va penser en premier, mais les métiers qui sont liés à l'élevage sont des métiers complètement terrorisants. Que ce soit le métier d'éleveur avec tous ces horaires extrêmement difficiles, énormément de pression économique et un des métiers dans lequel il y a le plus de surmortalité par suicide. Et on peut penser également au métier d'employé d'abattoir. Donc, il faut savoir que les abattoirs sont organisés de manière à ce qu'il y ait une impression de division de la responsabilité, de la culpabilité, puisque le travail est extrêmement découpé. Donc, c'est censé déresponsabiliser les personnes, mais il se trouve qu'on a plein de témoignages d'anciens employés d'abattoirs qui nous racontent qu'ils en cauchemardent, qui nous racontent que dans les abattoirs, les drogues et l'alcoolisme vont faire des ravages parmi les employés, parce que c'est des métiers qui sont humainement, psychologiquement et aussi physiquement, parce que c'est des métiers où on est tout le temps debout, etc., qui vont vraiment faire des ravages. Mais également, il est important de réfléchir au gaspillage des ressources qui peut amener à la sous-alimentation et à la malnutrition. Je vous ai mis un autre graphe qui montre qu'un régime carné va nécessiter en moyenne 7 fois plus de terre qu'un régime végétalien. Aujourd'hui, il faut savoir que 795 millions d'êtres humains sont sous-alimentés, soit une personne sur 9, qu'un enfant va mourir de malnutrition toutes les 6 secondes. Or, si on utilisait toutes les céréales produites pour nourrir les animaux d'élevage à des fins de consommation humaine, on pourrait nourrir plus de 2 milliards d'êtres humains supplémentaires. De quoi éradiquer la faim dans le monde. Puisque en tuant une vache, on peut préparer à partir de sa viande 1500 repas. Et si on prenait la quantité de céréales qui a été utilisée pour nourrir cette vache, on obtiendra 18 000 repas. Enfin, et c'est la partie qui amène les personnes véganes à s'engager dans l'animalisme, on peut devenir végane par empathie envers les autres animaux. Il faut savoir que depuis cet article paru dans le Code rural, donc l'article L214, on sait que les animaux sont capables de sentience et donc qu'ils ne devraient pas être considérés comme des biens, des marchandises ou de la nourriture. La sentience, c'est être capable d'évaluer les actions des autres en relation avec les siennes, de se souvenir de ses actions et de leurs conséquences, d'en évaluer les risques et les bénéfices, de ressentir des sentiments et d'avoir un degré variable de conscience. La sentience, c'est votre chat qui va se hérisser si jamais par malheur vous marchez sur sa queue. La sentience, c'est votre chien qui comprend immédiatement que vous êtes triste et qui du coup vient vous faire un câlin. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ou passé du temps avec des animaux, mais c'est quelque chose dont on se rend compte très rapidement en fait, de l'empathie que peut développer d'autres animaux, de l'intérêt qu'ils vont avoir pour certaines ou certaines activités et que voilà, qu'ils ne sont pas des meubles comme on pensait qu'il l'était avant cet article-là. Et donc, de par ce que je vous ai expliqué sur la sentience, les animaux on sait aujourd'hui que les animaux ne veulent pas souffrir. Et pourtant, et c'est ici la partie un peu description graphique, violente, que si vous ne pouvez pas la supporter, et en plus, je sais parmi vous qu'il y en a qui l'ont déjà entendu plein de fois, coupez le micro et attendez que je change de diapositive. Donc les animaux ne veulent pas souffrir et pourtant ils sont enfermés. Ils sont d'abord enfermés parce qu'aujourd'hui, plus de 90% des animaux vont vivre dans des élevages concentrationnaires où ils ne voient presque jamais la lumière du jour, survivent dans une saleté et une promiscuité épouvantables. On a été beaucoup à se plaindre du confinement et même si on peut imaginer, c'était pas mon cas, mais même si je sais qu'il y a pour beaucoup de familles, et c'était vraiment un énorme effort, puisque concentrant beaucoup de personnes dans un petit appartement, ce n'est quand même absolument pas comparable à ce que peuvent ressentir les animaux qui sont enfermés. Ensuite, les animaux sont mutilés, puisque comme ils sont dans une cohabitation forcée où tout le monde est entassé les uns sur les autres, ils vont développer des comportements agressifs que nous aurions exactement pareil à ce moment-là, puisque être entassé de cette manière-là, c'est quand même contre nature. Enfin, nature, c'est quand même insupportable. Donc, des mutilations sont pratiquées.
Juliette, je crois qu'on t'entend plus. Juliette? Bon. Que pour que le lait des vaches soit récupéré par les humains, alors ce lait ne doit pas être bu par leurs veaux. C'est pour ça que les veaux sont séparés de leur mère à la naissance. Et puisque les vaches sont des femelles, comme nous, elles ne vont devenir lactatrices, elles vont commencer à produire du lait qu'à partir du moment où elles vont avoir un petit, exactement comme les femmes. Ainsi, c'est pour ça qu'elles seront inséminées de force pour pouvoir justement produire du lait en permanence. Voilà. Au niveau du broyage, c'est pareil, on n'en entend pas vraiment parler du fait que la plupart des œufs qu'on consomme vont être en majorité des œufs qui sont non fécondés, qui ne comportent pas de vie, qui font partie du cycle de reproduction de la poule ou de la canne ou de l'oie, etc. Mais que quand un poussin va naître dans un élevage de poules pondeuses, s'il est un poussin mâle, alors il n'aura aucun intérêt. Il n'y aura aucun intérêt pour les éleveurs à le conserver. Et donc, tous les poussins mâles dans l'industrie des œufs sont broyés vivants ou asphyxiés quelques heures après leur naissance. Pour égorger vif, c'est comme ça que la plupart des animaux sont tués après avoir été pendus par les pattes arrière. Des animaux qui vont être envoyés à l'abattoir jeunes, voire très très jeunes. Une vache laitière, quand elle sera épuisée de toutes ses grossesses successives, sans aucun repos, sera envoyée à l'abattoir après approximativement 5 ans d'existence, alors que son espérance de vie, c'est 20 ans. Forcément, dès que la rentabilité de l'animal va diminuer, alors il sera envoyé à l'abattoir. Les poules pondeuses vont vivre entre 12 et 18 mois dans l'industrie, alors que leur espérance de vie, c'est de 8 ans. Les cochons vont être majoritairement tués à l'âge de 6 mois, une fois qu'ils ont atteint leur taille maximale, alors qu'ils peuvent vivre jusqu'à 12 ans. Pour les animaux torturés, on peut penser ici au laboratoire avec de la vivisection ou d'autres expériences sur les animaux, au cirque, au parc aquatique, aux zoos, aux courses de chevaux, aux courses de lévriers, tous les sports de sang comme la corrida ou les combats de chiens, les coqs. Et enfin, pour arracher brutalement de leur milieu et asphyxier, c'est pour les poissons. Je ne peux pas imaginer ce qu'on ressentirait si d'un seul coup, un énorme crochet venait nous attraper et nous tirer sous l'eau. Enfin, je ne me rends pas du tout compte de ce qu'ils peuvent ressentir. Et ces poissons, une fois qu'ils sont pêchés, ils sont laissés pour être asphyxiés sur le pont des bateaux. Voilà. D'ailleurs, pour les poissons, comme les océans sont en train de se vider, ils pêchent de plus en plus profondément. Et du coup, sans palier comment on dit, de décompression. Ce qui fait que les poissons, quand ils arrivent à la surface, il y en a plein qui ont leurs organes qui sortent par les orifices. Donc, c'est vraiment d'une barbarie sans nom, quoi. Vraiment. Parce que les poissons vivent, c'est assez terrible, surtout que tout le monde s'en fiche un peu, quoi. Parce que comme les poissons sont des êtres qu'on côtoie pas trop et avec lesquels on a du mal à voir ou ressentir de l'empathie, on a du mal à voir leur souffrance, et ben en fait ça fait beaucoup moins. Enfin, ils réussissent à avoir beaucoup moins de soutien, quoi. Alors que c'est vraiment, en plus, des chiffres assez hallucinants, quoi. La tuerie des poissons, c'est des milliards et des milliards d'animaux tués chaque année. Oui. Je me permettrais de rajouter que là, effectivement, la surpêche, c'est quelque chose de considérable. On tue vraiment énormément de poissons. C'est astronomique. On en vient de plus avoir assez de poissons pour nous nourrir. Hein, ça, c'est vraiment une grosse problématique actuelle. Et c'est vrai que, comme dit Willen, il y a un long combat à mener dans les milieux animalistes et antispécistes pour mettre en avant la souffrance de ces êtres qui ne sont un peu mal aimés et qui n'intéressent pas parce qu'ils ne sont pas, entre guillemets, mignons. Et c'est vrai que là, heureusement, il y a une prise de conscience avec, même très récemment, il y a un documentaire qui est sorti qui s'appelle Sharkwave, qui met en avant les massacres des requins. Alors, on ne voit pas de massacre de requins, mais on montre à quel point il est intelligent, à quel point il est sensible. Et quand bien même il serait ni intelligent ni sensible, il a le droit à la vie au même titre que vous et moi.
tout à fait. Et c'est dommage que les poissons, on puisse pas les entendre crier parce que ça ferait peut-être bouger plus de monde. Mais là, c'est vrai que c'est un peu les oubliés de l'empathie quand il s'agit des animaux, quoi. Exactement. Ça, c'est pas des mammifères. Et donc, les animaux ne veulent pas souffrir et pourtant ils subissent toutes les pires tortures que je viens de vous énoncer. Les animaux veulent vivre. Et pourtant, dans le monde, on est sur des chiffres qui sont plutôt terrifiants. 2000 animaux tués par seconde, je pense que c'est dans le monde, je pense que c'est le chiffre qui va nous impacter le plus, parce que si je vous dis 150 milliards d'animaux terrestres ou 3 billions de poissons, on ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est tellement qu'on ne sait pas ce que c'est. Et on peut le rappeler, toutes ces vies avortées le sont pour rien. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on a assez d'informations là-dessus, on a assez de preuves là-dessus. La consommation de vie animale ne nous est d'aucune utilité pour notre survie. D'aucune utilité, peut même avoir des conséquences délétères comme celles que je vous ai énoncées au début. Donc la seule raison à tous ces meurtres, toutes ces violences, ce sont le goût, la tradition. En tout cas, pour moi, ça pèse pas fort dans la balance. Voilà, donc pour des raisons de santé, d'écologie, pour des raisons sociales, pour des raisons éthiques, aujourd'hui, on a 0,5% de la population française qui suit un mode de vie vegan. Et sans surprise, les personnes qui deviennent véganes pour des raisons éthiques vont le rester plus longtemps. C'est logique. Quand on devient antispéciste, ça devient beaucoup plus facile de refuser le plat carniste qu'on est en train de nous tendre, tout simplement parce qu'on ne voit qu'un morceau de cadavre et c'est impossible de s'y laisser tenter, en fait. Aujourd'hui, notre objectif, ça va être de passer donc d'une exploitation du monde vivant, de la nature des animaux qui soit extrêmement pyramidale, à un système plus respectueux, plus égalitaire. Et non, enfin, l'idée, c'est pas de donner le droit de vote aux poules, c'est seulement de dire que leurs intérêts, leurs envies, leurs vies leur sont propres et que personne ne devrait le leur enlever. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que selon plusieurs théoriciennes, passer d'un monde spéciste et destructeur à un monde antispéciste et écologiste, qui serait plus juste, permettrait également de lutter contre l'oppression masculine. Voilà, parce vous avez qu'à regarder cette pyramide qui est assez connue. C'est le petit bonhomme qui est tout en haut. Voilà. Et encore une fois, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le spécisme, tout comme le sexisme, va reposer sur cette idée que les hommes seraient par leur chromosome Y, leur attribut sexuel, leur stature, leur naissance, la force du Saint-Esprit, qui lui aussi est bien sûr masculin, supérieur aux autres, supérieur aux femmes et supérieur aux autres animaux, ça ne repose sur rien. On le sait d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est féministe, je veux dire. Et donc la seule solution à tout ça, c'est la fin des violences, la libération. On va donc passer à la partie 2 de ce webinaire pour énoncer les liens entre animalisme et féminisme. Watch who they beat and who they eat, watch who they relieve themselves on, watch who they own. Donc, je vous ai mis une petite traduction en bas. Regardez qui ils battent et qui ils mangent, regardez qui ils possèdent. Il faut savoir que la première fois que j'ai commencé à réfléchir sur ce sujet, je faisais des études en Norvège, donc j'ai beaucoup de sources qui sont en anglais. Mais je fais en sorte de donner une traduction à chaque fois. Tout d'abord, on peut remarquer une connexion historique entre la manière dont on a toujours traité les animaux et la manière dont on a traité les femmes. Notamment un dénigrement commun, évidemment, n'ayant pas les mêmes origines et ayant évolué à 2 vitesses, mais c'est cette manière qu'on avait de considérer les femmes comme n'étant pas complètes, n'étant pas humaines, n'ayant pas d'âme, n'ayant pas de langage, et donc évidemment n'ayant aucun droit, donc quelque chose on peut voir le parallèle assez facilement avec les animaux. Et je vous ai fait cette petite blague sur non, on ne veut pas donner le droit de vote aux poules, puisqu'en fait c'était un argument qui était utilisé pour discuter du fait que non, les femmes ne pouvaient pas avoir le droit de voter, et puis quoi encore, après on donne le droit de vote aux poules. Bon, voilà. J'espère que ça vous fait sourire autant que moi.
Je vous ai également mis de nombreux exemples de féministes antispécistes dans l'histoire, donc notamment des suffragistes britanniques qui luttaient pour la fin de la vivisection, Louise Michel, Angela Davis et Anna Kingsford, que je ne connaissais pas avant que Willem m'en parle, qui est une londonienne qui est née en 1846 et qui a une histoire totalement incroyable. C'est-à-dire que c'était une grande militante féministe qui s'est toujours battue pour le droit des femmes à l'accès à la propriété. En Angleterre, et qui à un moment a découvert la vivisection, qui en a été horrifiée, parce qu'elle était déjà végétarienne, et alors pour lutter plus efficacement contre cette vivisection, elle s'est lancée dans des études de médecine. Sauf qu'à ce moment-là, au Royaume-Uni, les études de médecine étaient complètement interdites aux femmes, donc elle s'est déplacée à Paris. Et là, elle a été une des premières femmes à recevoir son doctorat de médecine en 1880, avec une thèse qu'elle a écrite donc en français sur le végétarisme. Et c'était la première femme ou homme à avoir cette thèse de médecine sans n'avoir jamais pratiqué d'études sur les animaux durant toutes ses recherches. Voilà, donc dès qu'elle a été de retour à Londres, elle a ouvert un cabinet médical et sans surprise, elle a connu un grand succès puisque les femmes étaient extrêmement heureuses d'avoir affaire à une médecine et non pas à un médecin puisque c'était interdit en Angleterre. Alors, je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Merci Willem de m'avoir fait découvrir Anna Kingsford. Avec plaisir. On peut également voir les liens entre le spécisme et le sexisme à travers les violences communes. Tout d'abord, je vous ai mis l'animalisation des unes et la féminisation des autres. Donc, c'est cette manière de dénigrer les femmes ou de les sexualiser en les animalisant. Une panthère, par exemple. Une cochonne. Ouais, c'est ça, une cochonne, une chienne, parler d'une chatte pour parler d'une vulve. Ça va être une manière de dégrader, d'insulter que de comparer les femmes à des animaux. Et à l'inverse, on va avoir, pour encourager la consommation de produits animaux, ou la consommation tout court, une féminisation des animaux. Je ne sais pas si à chaque fois vous avez ce bel exemple des pubs Fanta. Je ne sais pas s'ils font encore ça, mais il y a quelques années, c'était que des animaux, des animaux femelles, habillés comme des humaines, extrêmement sexualisées. Et ce sont des pubs qu'on peut retrouver un peu partout d'une truie faisant une pose extrêmement lascive alors qu'en même temps, elle est en train d'être découpée. Donc, on peut voir ce lien comme ça, lien qui est aussi extrêmement exacerbé par cette injonction pour les hommes à manger énormément de viande et surtout énormément de viande rouge pour être bien viril, bien masculin. C'est ce cliché du serveur qui arrive à la terrasse du café et qui met le gros burger en face du monsieur et la salade en face de la femme. C'est cette envie aussi innée que de vouloir des relations sexuelles pour les hommes. Ben là, ils ont envie de viande, vous voyez. Et la théoricienne antispéciste que vous avez citée dans les commentaires, Carol G. Adams, a émis cette comparaison de la référente absente, donc du absent referent, qui montre qu'à chaque fois que l'on consomme le corps des animaux ou le corps des femmes, ces personnes-là n'existent pas. C'est-à-dire que pour manger du bœuf, la vache n'existe pas. Pour manger du porc, le cochon n'existe pas. Et de la même manière, pour consommer le corps des femmes, les femmes en elles-mêmes, en tant qu'individus, n'existent plus. C'est l'exemple des porn tags sur les sites internet pornocriminels. On ne cherche plus des personnes humaines, des personnes entières. On cherche un découpage. Voilà. On découpe les corps pour mieux les consommer. Exactement, pour mieux les consommer. Le corps des femmes doit appartenir aux femmes, tout comme ceux des animaux doivent appartenir aux animaux. La convergence devrait se faire facilement parce qu'il est difficile de se battre pour la libération des corps des femmes tout en consommant le corps des animaux. Est-ce que je suis fan de Willem? C'est possible, hein? Merci pour la citation. Ah, 2014, non. Aujourd'hui.
Je la lirai avec vous. As someone who was raped quietly by their partner in a bed, who was pushed, pinned, and choked but never punched, kicked, or cut, I realized I could no longer participate in a system that enables consumers to absolve their guilt by minimizing someone else's suffering. Pain is pain, and there is no acceptable way to hurt, forcibly dominate, or exploit someone. Dans cet article d'Elizabeth Enoch, qu'elle a appelé « To uphold my feminist value, I went vegan ». Forcément, ça m'a un peu tétillé. Hein. Elle explique donc qu'en étant survivante de violences conjugales, elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus du tout participer à un système qui permet aux consommateurs de dissoudre leur culpabilité en minimisant la souffrance d'une autre personne. C'est-à-dire que c'est la manière pour nous, et moi quand j'étais encore végétarienne ou même avant quand j'avais un régime carniste, la meilleure manière pour moi de me dire que j'étais dans mon bon droit de participer à cette violence contre les animaux, c'était de minimiser leur souffrance. C'était de penser, exactement comme on comparait avec les poissons tout à l'heure, que c'est derrière des murs, c'est silencieux, je n'entends pas la souffrance, je ne la vois pas, elle n'existe pas. Or, nous, on est féministes et on sait qu'il n'y a pas de souffrance à hiérarchiser et que tant qu'il y a de la souffrance, alors elle doit être entendue et elle doit cesser. On ne peut pas comparer des violences en se disant en tant que féministe, ah, mais moi si j'avais subi ça, vraiment ça m'aurait pas fait grand chose, ou alors ah non mais ça c'est pas grand chose par rapport à ce qu'une telle a vécu. Bah, en fait non, on sait que ça c'est un raisonnement complètement masculiniste et on considère que la seule chose pour laquelle on mérite d'exister, c'est une vie de plaisir et pas une vie où il y a des violences, que ce soit des petites violences ou des grosses violences. Ça n'a vraiment aucun sens. Ici, je l'ai mis sous forme de question, le fait de pouvoir parler de viol ou non pour caractériser les violences subies par les vaches dans l'industrie laitière. Vous savez, quand je parlais des inséminations forcées, ben, c'est ce qui se passe en fait. C'est une pénétration par la menace, la surprise, la contrainte et la violence. Évidemment, ce n'est pas la même intention, ce n'est pas la même volonté de pouvoir, de domination, de montrer sa puissance que lors des viols des hommes, de tous les hommes contre les femmes, toutes les femmes. On sait que ce n'est pas la même intention, mais j'avais quand même lu dans un article écrit par différentes féministes véganes que même si au regard de la loi ou au regard de la morale ou de l'objectif de l'acte, effectivement, on n'était pas tenté de parler de viol pour caractériser les pénétrations subies par les vaches. Tout de même, être comparé à des femelles animales est une force pour comprendre ce qu'est le viol et lui enlever cette dimension romanesque et fallacieuse qui n'est pas représentative de ce qu'il est en tant que système culturel admis. Si nous construisons des ponts de convergence entre les victimes et mettons en évidence les mécanismes d'exploitation des dominants et notre solidarité contre eux, nous sommes plus fortes. Je ne vais pas trancher cette question dans ma tête. Pour parler de viol, on ne parlait pas de viol. Je vous laisse y réfléchir et peut-être on en reparlera pendant la partie échange. D'autres violences qui sont communes aux animaux et aux femmes vont être l'objectification et la fragmentation, comme on en a parlé tout à l'heure, mais également les violences dans le langage. C'est-à-dire que toutes les insultes vont être liées ah bah ne pleure pas parce que tu es une fillette, ah bah vraiment être une fille c'est vraiment la honte, ou à l'inverse ah non mais toutes ces comparaisons qu'on a pour dire pour donner du péjoratif. Enfin, là, je ne me suis pas noté des exemples, mais je pense que vous voyez, en anglais, c'est le you pig en même temps que le you slut. Enfin, disons que l'insulte, c'est jamais ah, t'es vraiment un homme, quoi. Vous voyez au niveau de la consommation, ben, c'est ce côté achetons des animaux et achetons des femmes. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Hein. Nous sommes quand même dans un monde où les hommes peuvent décider de payer pour avoir accès à nos corps de femmes. La banalisation et l'invisibilisation des violences, c'est ce fait que les violences masculines, même si depuis 2016, en tout cas dans les pays occidentaux, on en parle plus, ça reste quelque chose de banalisé, tout comme la violence contre les animaux. Enfin, je veux dire, c'est dans le langage commun et dans le sociétal, dans la culture, c'est quelque chose de mineur.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'invisibilisé, c'est-à-dire que les violences masculines, elles ont lieu derrière les portes des maisons, et les violences contre les animaux, elles ont lieu derrière les portes des abattoirs. On les voit jamais, en fait. Enfin, pour nous, en tant que femmes, comme on les subit, on est tout le temps en hypervigilance. Donc, évidemment, quand on est dans la rue et qu'une femme est agressée par un homme, on le remarque et on le voit. Ce n'est plus invisible à nos yeux, mais socialement parlant, c'est invisible. Et on avait relevé aussi avec Willen cette inversion de la culpabilité, donc qu'on connaît bien pour les violences masculines contre les femmes, du non, mais en fait, la victime, c'est quand même un peu la coupable. Voyons comment elle s'est habillée, voyons à quelle heure elle a sorti, voyons quels indices elle a lancés, nanana. Et de la même manière, les animaux, en fait, on nous ferait presque croire, à travers les publicités, à travers la vision qu'on a d'eux, qu'en fait, ils aimeraient être mangés. Et que d'ailleurs, ils devraient nous en être hyper reconnaissants, parce que si jamais on les mangeait pas, en fait, ils n'existeraient pas. Vous voyez, ce genre de choses où, là aussi, c'est jamais nous les coupables, c'est jamais nous, avec notre consommation carniste, les coupables des violences contre les animaux. Je ne sais pas si j'ai tout dit là-dessus, William. Oui, c'est exactement ça. Il y a aussi l'essentialisation des femmes comme l'essentialisation des animaux. On est là pour tenir des rôles que la nature nous aurait donnés. On suit un plan déjà tout tracé, on n'a pas vraiment de volonté propre, quoi. Il y a... Enfin, oui, on retrouve vraiment des parallèles dans les traitements des deux, en fait. On sent bien qu'on porte sur les femmes comme sur les animaux une vision qui nous a été donnée par les dominants, par ceux qui nous consomment, en fait. Du coup, là, vraiment, en termes de parallèle, ça semble assez évident, quoi. Et quand tu parlais aussi de l'invisibilisation des violences, comme les féministes maintenant voient tout de suite les violences que peuvent subir les femmes, nous aussi, quand on se balade dans la rue ou quand on va chez des personnes qui mangent des animaux, on va voir les corps, on va voir la violence, on va voir le sang, etc. Et du coup, c'est aussi assez difficile à vivre, hein. Oui, c'est vrai. Il y a une... Ah, allô, je t'entends plus. Ouais, on t'entend plus, Juliette. les nuisibles. Et à chaque fois, c'est une espèce de vague de violence qu'il faut à tout prix ignorer pour pouvoir continuer à avancer sur le trottoir. Mais c'est tellement dingue que ce soit genre juste là et que tout le monde, en tout cas pour moi, que tout le monde passe devant et que ça ne pose même pas la question. On a donc des corps d'animaux qui ont été extrêmement fiers de tuer, qui sont exposés, vous savez. Complètement. Et en fait, c'est parfaitement normal, en fait, entre guillemets, pour la société, qui ait ces corps découpés, exposés, etc., aux yeux de tous et qu'on les consomme. Et en fait, ce monde de violence dans lequel on est entraîné par la consommation de viande, c'est le même monde de violence que la violence exercée sur les femmes, en fait. C'est le patriarcat. C'est le patriarcat qui nous dit que c'est normal la violence et qu'on c'est normal qu'on exploite et qu'on viole et qu'on tue les autres. Voilà, c'est pas un problème, quoi. Donc vraiment, le patriarcat est au cœur de ces deux violences, que ce soit la violence sur les femmes ou la violence sur les animaux. Et d'ailleurs, ces violences-là, elles se nourrissent l'une l'autre. Et ça, c'est ce que plusieurs femmes survivantes de violences conjugales ont remarqué, c'était que souvent, la première source de menace, la première source de terreur, la première personne contre qui l'homme allait exercer sa violence, c'était la personne animale qui vivait avec elle dans la famille. C'est commencer par frapper son chien avant de frapper ses enfants. C'est abandonner le chien sur la route pendant l'été. Je veux dire, on ne se pose pas la question, mais on sait très bien qui va attacher le chien autour d'un arbre ou qui juste le pousse hors de la voiture sur une aire d'autoroute. On ne peut même pas imaginer que des femmes pourraient faire ça. Ensuite, et ça
Donc, la plus grande étude que je connais sur le sujet, qui est une étude donc empirique qui a étudié 580 comtés aux États-Unis pendant 9 ans, donc de 1994 à 2002. Donc cette étude qui a été menée par Amy Fitzgerald, et qui ont montré que dès qu'un abattoir s'installait dans la région, l'atmosphère changeait. C'est-à-dire que d'un seul coup, on voit des camions arriver depuis les lieux d'élevage qui transportent des animaux qui sont envoyés à la mort. C'est une odeur différente et c'est un certain nombre de la population qui devient employée dans cet abattoir. Et ils se sont rendus compte que sur ces 581 comtés et au cours de ces 9 ans, le plus de personnes étaient employées dans un abattoir, le plus il y avait d'arrestations et de plaintes dans la ville, dans le comté. Et que de manière générale, le nombre de violences qui étaient reportées dans la ville, donc c'est ça les arrestations et les plaintes, allait en explosant depuis l'arrivée de l'abattoir. C'est-à-dire que quand on vit dans une atmosphère qui ne fait que puer, suinter la mort et la violence, l'exposition à tous ces actes, parce que c'est ça, c'est y être complètement exposé, voire en être complètement acteur quand on est un homme qui travaille sur une chaîne d'abattoirs et qu'on rentre ensuite retrouver sa compagne, pourrait donc toutes ces répercussions-là d'installation d'un abattoir pourraient totalement expliquer le fait que les violences masculines aux alentours vont exploser. Et ce sont comme aux États-Unis, comme en France, les plaintes qui sont relevées et les violences qui sont notées, ce sont souvent les violences d'hommes contre d'autres hommes, hein, et des violences physiques plus que des violences sexuelles. Mais nous, on sait, en fait. On sait ce que ça veut dire. On sait que d'être dans un climat qui est extrêmement violent, qui est morbide, ça ne peut pas avoir un impact positif sur les femmes et les enfants. En fait, ce qu'on est en train de dire ici avec cette étude empirique et longitudinale, donc sur plusieurs années, c'est que consommer de la viande, consommer des produits animaux de toutes sortes, a un impact direct sur les violences masculines, sur la décuplation des violences masculines. Alors, je trouve ça assez évident comme impact, vu tout ce qu'on a listé comme lien entre la violence contre les femmes et les violences contre les animaux, mais le fait d'avoir des études qui l'objectifient, je sais pas, c'est un peu terrifiant, quoi. Les mêmes détraqueurs, ça disons, ça nous fait toujours rire. Hein. Tu n'as de relations sexuelles qu'avec des femmes, mais qu'est-ce que vous faites? Ça ne devrait pas vous suffire. Ah, tu ne manges que de la nourriture végétale, mais qu'est-ce que tu manges? Mais ça ne devrait pas te suffire. Est-ce que ça vous fait un peu, ça vous fait un peu tiquer à quel point c'est tellement dingue. Enfin, en tant que lesbienne végane, je peux vous dire que ce sont des choses que j'ai vraiment énormément entendues. Pas forcément de la bouche de la même personne, mais par contre, c'est frappant à quel point le raisonnement est parallèle, quoi. Complètement. Bah oui, qu'est-ce que vous faites entre vous, entre deux femmes, là, et puis qu'est-ce que tu manges si tu manges pas de viande, quoi. Ouais. Grosso modo, qu'est-ce que tu fais sans bite et qu'est-ce que tu fais sans viande? C'est pas possible, en fait. C'est indispensable, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu fais à sortir de la société comme ça, quoi. Enfin... c'est totalement fou. Et ensuite, on peut revenir sur le cas hyper précis des femmes activistes véganes. Moi, par exemple, j'ai pu militer avec Anonymous for the Voiceless pendant 6 mois. Je sais que Meryl a pu militer avec L214 et que Willen connaît extrêmement bien les milieux des activistes, les milieux militants véganes de manière générale. D'abord, la première chose qu'on remarque quand on commence à s'intéresser au sujet, c'est que c'est une pression qui est extrêmement différente qui pèse sur les femmes que sur les hommes lorsque les femmes deviennent véganes. C'est-à-dire que des études ont montré ça comme un sentiment pour les hommes de perte de contrôle sur le corps des femmes,
Alors que pour les hommes, il y a forcément une répercussion de type tu ne colles plus à la masculinité, mais c'est quand même pas la même chose que perdre le contrôle sur les corps des femmes. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, eux, bon, ils sont un peu gagnants-gagnants, quoi. Forcément, bon, tu sors des codes virils, non, 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 mais bon, tu prends un peu le contrôle sur ton corps, tu fais des choix quand même. Bien, tu vas te valoriser d'une certaine manière. Et c'est des témoignages que tu as pu recevoir avec différentes femmes de la Vigi Pride, je crois, Willen. Ben oui, en l'occurrence, pour moi, ces violences psychologiques, elles viennent souvent des hommes. Cette pression et tout ça, les moqueries, toutes les humiliations et tout ça qu'on va subir en devenant VG, elles viennent beaucoup des hommes. Euh, et en fait, on retrouve d'une autre manière du sexisme aussi au sein des milieux VG, effectivement. Euh, Parce que, ben, en fait, le sexisme ne s'arrête pas aux portes du militantisme animaliste, en fait, malheureusement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu avec différentes associations on cite souvent PETA, mais parfois il y a certaines publicités de Lush ou de Animal Liberation Victoria, qui est une association américaine, avec des campagnes qui sont totalement terrifiantes. Je vous donne juste le nom. I'd rather go naked than wear fur. Donc je préfère encore être nue que de porter de la fourrure. Donc c'est soit ce genre de campagne, soit des campagnes toujours d'associations antispécistes qui vont juste viser les femmes de manière extrêmement spécifique. Par exemple, mais si je vous assure, le véganisme ça fait maigrir, quelque chose vraiment d'extrêmement descendant et paternaliste. Alors que, après le mouvement féministe, le mouvement animaliste, c'est celui où il y a le plus de femmes, en fait, de militantes. Et c'est un milieu qui est c'est extrêmement important de dire que 80% des personnes dans la cause animaliste, ce sont des femmes, parce que c'est la cause numéro un où ce ne sont que des alliés qui se battent. C'est-à-dire qu'on se bat pour les personnes animales qui ne sont pas en possibilité de s'exprimer. Et pour toutes les observations... parce que j'ai voulu inviter Willen parce que justement, elle a eu énormément de réflexions sur ces sujets du sexisme dans les milieux activistes véganes. Oui, oui, tout à fait. Et j'aimerais quand même dire que, en fait, le sexisme vient renforcer justement cette pression, ces humiliations et tout ça qu'on peut subir en tant que VG. C'est-à-dire qu'en tant que femme, on va quand même être exposé à beaucoup de sexisme hein, parce que justement, il y a cette idée que d'arrêter de manger des animaux, c'est une sensiblerie très féminine. Hein, on a pu entendre, voilà, c'est de la sensiblerie de gonzesse, grosso modo. Donc les hommes sont quand même exposés quand ils arrêtent de manger les animaux à ce sexisme-là, mais ça reste en fait du sexisme lié voilà, un statut de femme en fait. Justement, on va leur donner d'un coup un statut de femme qui va faire que, ben oui, c'est difficile à vivre en tant qu'homme. Mais pour les femmes, ça va aussi être beaucoup de sexisme en fait. On va vraiment subir beaucoup de sexisme. Et parallèlement, justement, le sexisme va venir alimenter le spécisme, en fait. Comme on a pu le voir dans les pubs très malvenues de certaines associations animalistes, ben voilà, d'utiliser en fait le sexisme, ben ça va pas, pour moi en tout cas, à mes yeux, ça ne va pas venir aider l'antispécisme, au contraire, quoi. Après, dans le mouvement animaliste, moi, donc, ça fait 6 ans que je milite activement. Et oui, effectivement, ben, j'ai rencontré pas mal de marques de sexisme. Hein, et j'ai aussi des témoignages à vous lire. Hein. Notamment un témoignage de Mélanie Joy, vous la connaissez peut-être, elle a beaucoup travaillé justement sur l'idée de carnisme, la société carniste, donc comme quelque chose d'invisible mais qui est présent partout, le fait de manger des animaux. Et donc elle écrit moi et plusieurs de mes collègues femmes avons essayé de parler de sexisme dans le mouvement au fil des ans.
Plus souvent, la réaction a été une vive opposition contre moi et probablement contre ce que je représentais, une menace au statu quo sexiste. J'ai signalé des violations des limites sexuelles dont j'ai été témoin lors de certaines de mes visites à des organisations de défense des droits des animaux. J'ai attiré l'attention sur des attitudes sexistes, comme quand des hommes évaluent ouvertement l'attrait physique d'une femme. J'ai entendu des hommes qui, lors de conférences sur les droits des animaux, se traitaient de femmelettes et utilisaient le mot femme comme une insulte. Ce sont là que quelques exemples qui ont marqué mon expérience en tant que femme essayant de naviguer et de sensibiliser les hommes au sexisme. Donc là, on voit bien que c'est très, très parlant. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le sexisme ne s'arrête pas à nos portes. Donc, il faut faire très attention quand on devient militant animaliste à ne pas renforcer le sexisme de la société ambiante. Ça me semble assez essentiel, surtout dans un mouvement aussi investi par les femmes, hein, parce que forcément, les exposer au sexisme dans le milieu où elles cherchent à militer et à faire du bien en fait à la société et à faire du bien aux animaux, c'est vraiment très dommageable. Il y a d'autres témoignages, voilà, comme des prises de pouvoir que j'ai moi-même un peu vécues au sein de la Pride. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a travaillé avec des hommes, peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas très souvent, ça s'est mal passé. Et aujourd'hui, à la Veggie Pride, on est une équipe de femmes. Hein, et je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais je dis qu'il n'y a pas en tout cas de problème lié au comportement spécifique des hommes. Donc voilà. Voilà pour mon témoignage du milieu militant animaliste. Je pense que je vous ai remis ma vidéo. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, c'est bon, on te voit. Splendide. C'est quand même un tout petit peu plus humain. Merci beaucoup, Willen. C'est assez édifiant en fait. Ce serait utopique de penser que puisque les hommes sont antispécistes, automatiquement ils deviendraient antisexistes. Oui, ce serait bien, mais bon. Mais je tiens quand même à souligner qu'il y a quand même beaucoup dans le milieu antispéciste qui sont sensibilisés aux questions féministes, hein, que j'ai pu rencontrer dans la société en général. Oui. Milieu qui se pose beaucoup de questions, qui voilà, tatillonne et cherche à trouver des solutions de ce côté-là. Et notamment chez les femmes, il y a beaucoup de femmes très féministes qui sont aussi militantes animalistes. Ça m'étonne pas du tout qu'il y ait beaucoup de féministes dans le mouvement antispéciste. Moi, celle que j'avais rencontrée m'avait beaucoup soutenu le fait de s'être engagée dans le mouvement antispéciste parce que, bon, elle savait qu'elles étaient femmes et que, ben voilà, que de manière générale, les femmes subissaient des violences, mais d'après elles, elles n'étaient pas vraiment concernées, ou en tout cas, il y avait vraiment cette idée de mais quand même, pour les animaux, c'est pire. Donc, un espèce d'oubli, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un espèce de ne surtout pas penser à soi-même en premier. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut nous apprendre dans notre éducation genrée, que avoir une empathie pour les autres, c'est quand même vachement mieux que d'avoir une empathie pour soi-même. Complètement. Et en même temps, notre éducation genrée, c'est aussi ça qui fait qu'il y a tellement de femmes dans le milieu antispéciste, c'est-à-dire qu'on est quand même, je pense, plus compatissante, capable de plus d'empathie que les hommes dans cette société. Et du coup, c'est ça qui amène à une surreprésentation des femmes. Après, le milieu antispéciste, c'est beaucoup construit en parallèle de milieux féministes. Il y a une émergence dans les années 70, etc. Et du coup, je pense qu'il y a plein de femmes qui sont aussi sensibles en fait, ces parallèles qu'on peut faire. D'ailleurs, le mot spécisme, il a été construit sur
le modèle de racisme et sexisme. Et du coup, c'est vraiment intéressant de justement amener aussi une parole féministe au sein du milieu antispéciste, notamment pour les femmes, pour qu'elles puissent mieux prendre soin d'elles aussi, se rendre compte des violences qu'elles peuvent subir elles-mêmes, etc., et s'en protéger, quoi. Mm. Ouais. Euh, Si ça vous va, j'aimerais bien qu'on passe plutôt à une partie donc d'échange, en sachant que j'ai essayé de, oui, bah de lister les questions qu'on peut se poser en fait une fois qu'on a posé toutes ces bases-là, toutes ces bases de mais pourquoi deviendrons-nous véganes? Pourquoi lutter pour les droits des animaux? Et en quoi est-ce que ça va avoir une influence aussi sur notre lutte féministe? Il y a plusieurs questions qui sont des questions que moi j'ai pu me poser sur voilà, quelle lutte favoriser, comment est-ce qu'on pourrait euh, faire évoluer nos milieux féministes vers une vision plus animaliste. À partir du moment où on est consciente du fait que ça peut être très compliqué pour les femmes de devenir véganes ou de devenir donc animalistes, comment est-ce qu'on prend ça en compte également quand on a ce genre de discours qu'on a aujourd'hui sur l'importance de s'engager dans l'animalisme. Enfin voilà. Mais je vous dis ça, c'est aussi le moment pour que vous puissiez nous poser des questions dans le chat, où vous exprimez éventuellement. Si on n'est pas beaucoup, on pourrait rallumer les micros, mais sinon faire une courte question/réponse aux questions que je vous pose dans le chat, ce serait super. Je pense qu'effectivement, c'est plus simple si on fait une question et on voit les réponses des participantes dans le chat, parce que là, on est quand même plus de 40. Donc, si on allume tous les micros, on va avoir du mal à s'entendre, je pense. Du coup, hop, on peut déjà commencer à répondre à quelques questions, puis ensuite revenir sur comment adapter notre lutte, si ça vous va. Alors, en question, nous avions... Alors, quelqu'un nous interpellait sur... alors, qu'en est-il des mollusques qui sont des êtres non sentients? Et les huîtres et les huîtres et les moules sont-ils des êtres sentients? Voilà, donc la question, c'était sur que faisons-nous des mollusques? Ah. En fait, les recherches sur la sentience, ça évolue très rapidement. C'est un changement assez... ça change assez souvent. Là, je crois qu'un état des recherches a montré que la plupart des mollusques étaient sentients. Et il me semble que oui, c'est enfin, je crois pas qu'il y ait des mollusques qui soient exclus de la sentience. Après, voilà, au fur et à mesure des recherches, on va pouvoir aussi adapter notre consommation, etc. C'est bien de se tenir à jour si possible. Et on nous pose aussi souvent la question de la sentience des plantes, etc. Donc ça aussi, on peut l'évoquer parce que c'est un sujet qui revient souvent. Bien sûr, parmi les antispécistes, il n'y a aucun antispéciste qui soutient que les plantes ne sont pas vivantes. Mais est-ce qu'elles sont sentientes? Pour l'instant, à l'état des recherches, la réponse est non. Les plantes ne sont pas sentientes. Et bien sûr, si on découvre plus tard que les plantes sont sentientes, il faudra aussi en tenir compte. Il faudra aussi y réfléchir. Donc, voilà, dans le doute, pour les mollusques, voilà, éviter. Il semblerait qu'elles sont sentientes, que la plupart des mollusques sont sentients. Après, pour les plantes, jusqu'ici, vraiment, il n'y a aucune trace de sentience. Voilà. Je me permets de rebondir parce que j'ai répondu un peu dans le chat pendant que vous parliez de choses et autres. Moi, j'ai vu plusieurs études qui prouvent que les huîtres et les moules sont des êtres sentients, par exemple. Voilà. Pour le moment, on est certain que les êtres vivants non sentients, ce sont les anémones, les hydres, les coraux. Il doit m'en manquer un, mais L'éponge les aussi. éponges, les anémones et les hydres, Ouais. les coraux, je crois. Voilà. Oui, je crois. Ouais. Et que pour tout le reste, on a pu prouver qu'au moins, ils ressentaient la douleur. Par exemple, une huître.
le principe de manger une huître, c'est quand même de la démembrer et de mettre du citron dessus à vif, hein. Et on voit bien qu'elle se rétracte. Et le but de cette pratique, qui est quand même assez rude, c'est de voir que comme elle se rétracte, c'est qu'elle est bien vivante. Donc c'est bien qu'elle ressent la douleur. Donc à partir de ce moment-là, on peut prouver qu'elle est sentiente. Après, pour les moules, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pareil, on voit des réactions de repli comme ça par rapport à la douleur. Alors, c'est vrai qu'en science, on se réfère beaucoup à la douleur pour savoir si un être est sentient ou pas. C'est assez terrible, mais c'est vrai que quand on a des animaux qui ont aucune expression, c'est peut-être l'un des seuls moyens pour le moment qu'on a trouvé pour savoir Ouais, s'ils sont sentients ou pas. Et malheureusement. quand bien même ils ne seraient pas sentients, c'est ce que je disais en commentaire, il n'empêche qu'on n'est pas tenu de massacrer, de gâcher des vies. Oui, surtout qu'après, ça pose question en termes de encore humain, etc. Je connais très très mal la culture des mollusques, mais j'imagine que c'est pas très glorieux non plus. Ouais. Après, il y en a. C'est vrai que la consommation est grande, hein. Puis on peut revenir aussi sur tout ce qui est dimension écologie, hein, comme a mentionné Juliette. C'est vrai que par exemple les crevettes, alors les crevettes ce sont pas des mollusques, mais bon, tout ce qui est moules et huîtres, on les pêche en France, mais on va les amener au Danemark pour les nettoyer, et ensuite on va les dépioter ailleurs. Enfin, c'est vrai que c'est tout un système qui est quand même assez scandaleux. On voit qu'ils sont trimballés partout pour au final servir de garniture légère dans certaines salades industrielles. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même c'est plus pensable maintenant en 2020 de penser qu'on puisse gâcher à ce point-là la vie. Mm. En tout cas, pour moi, même au-delà des questions écologiques, pour moi, rien que le fait qu'un animal puisse ressentir la douleur et que c'est pas nécessaire de la tuer, ça suffit en fait. Ça Voilà, suffit comme exactement. argument pour ne pas participer au massacre et ne pas consommer cet animal qui pourrait vivre. Voilà. Exactement. Est-ce que Juliette, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet ou on Non, passe à la c'était suite? C'est OK. Alors ensuite, on a une question. C'était pour faire un lien, on va dire, historique entre le sexisme et l'antispécisme. C'est une personne qui faisait un parallèle entre la place de l'enfant par le passé et celle des animaux. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, l'enfant a été complètement mis de côté. C'était limite, c'était Ouais. un petit adulte complètement idiot qui était même pas un être en devenir. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le noter. Et on y est complètement leur souffrance, hein. Ils Mm. étaient opérés sans anesthésie, etc. C'est terrible, hein. Donc c'est vrai que le parallèle peut se faire facilement. Ah bah oui, du coup, Complètement. je ne savais pas pour ces histoires d'opérations sans anesthésie, mais oui, oui, ça fait sens. Complètement. Puis c'est vrai qu'on s'intéresse à l'enfant que depuis très très peu, hein, au final. En fait, il y a eu beaucoup de recherche au Moyen Âge, hein, faut pas croire. L'enfant était pris en considération pendant le Moyen Âge, mais par la suite, alors comme disait Willen, c'est vers la Renaissance qu'il y a eu toutes ces pratiques un peu voilà, complètement hors de l'éthique pour opérer les enfants sans anesthésie ni rien. Au 19e siècle, il y a eu une explosion. Puis c'est au 20e siècle, on s'est réintéressé à l'enfant, à son développement, comment un petit nourrisson même pensait. Ça, là, on peut voir le rapprochement avec l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement des animaux. C'est un petit enfant qui ne parle pas ou qui ne sait pas s'exprimer, comment on fait pour le comprendre et l'observer. Et c'est à partir de là qu'on a eu beaucoup aussi d'études sur le comportement des animaux. Oui, complètement. Ben, vraiment, les études sur les comportements des animaux, comme a été essentiel, elles ont été essentielles pour les enfants, c'est vraiment essentiel en fait. On a besoin de ces études pour mieux comprendre comment vivre avec les animaux et comment tenir compte de leurs besoins, de leurs souffrances, etc. Donc, vraiment, les recherches en éthologie de ces dernières années nous ont beaucoup aidés pour justement amener les personnes à réfléchir à pourquoi elles mangent des êtres vivants, quoi. Pourquoi elles mangent des corps, pourquoi elles mangent l'autre, en fait. Alors, merci beaucoup pour ces réponses. Alors, question suivante. Alors, quelqu'un nous disait, on dit bien une violation de domicile. Pourquoi ne pas parler de viol d'une vache puisqu'il s'agit bien d'une pénétration non voulue dans un domaine privé et personnel? Alors là, on revient sur un sujet sensible, donc n'hésitez pas à couper les micros si c'est un peu difficile. Comme on disait, hein, c'est un débat qui a lieu d'être, hein. Mm. Donc, La question, c'est aussi
Dans quel milieu? C'est-à-dire que si j'avais là la présentation d'aujourd'hui et que je m'adressais à un groupe de mecs en entreprise, ça me poserait mais absolument aucune question de parler de viol pour parler de d'autres mammifères d'humaines. C'est seulement dans les milieux féministes où on a quand même, disons, énormément de témoignages, énormément de luttes qui sont véritablement centrées contre cette violence précise et que j'ai une connaissance du fait qu'il y a quand même énormément de chances que dans toutes les femmes auxquelles je m'adresse, il y en ait qui ait subi des viols. Forcément, c'est à ce moment-là que ça me questionne d'adapter mon discours. Alors que oui, effectivement, on dit violation de domicile, on dit viol de domicile. Mais pour moi, c'est au niveau du contexte que j'aurais tendance à y réfléchir. Je ne sais pas pour vous. Pour moi aussi, c'est un sujet délicat qui mérite qu'on en parle avec beaucoup de réflexion parce que oui, c'est une pénétration non voulue, ça c'est sûr. C'est aussi un contrôle, encore une fois, sur le corps des femmes, en fait, enfin des femelles animales. Et du coup, c'est vraiment très spécifique. Les animaux mâles n'ont pas à subir ça. C'est aussi un contrôle sur la reproduction. C'est quand même aussi, je pense, une des sources du sexisme et du contrôle des femmes. Donc, les parallèles sont là, en tout cas. Franchement, moi, j'ai pas vraiment de problème à utiliser le mot viol et en même temps, je sais que c'est délicat parce que justement, ben, oui, l'intention n'est pas forcément la même. En fait, là, ces pénétrations, c'est dans le but aussi de gagner de l'argent. On fait se reproduire les animaux pour gagner de l'argent. Voilà, c'est pas forcément la même intention qu'un violeur sur une femme, en fait. Donc voilà, de Le toute façon, il débat faut reste savoir. ouvert, je Voilà, pense. c'est ça, le débat reste ouvert parce que même au sein des milieux animalistes et antispécistes, la question revient très souvent, le choix des Oui, mots, effectivement, qui on parle, qui on s'adresse, c'est très important parce qu'il faut qu'on soit entendu et ouais. que ça soit clair pour tout le monde et que ça parle à tout le monde. Donc ça, c'est important et c'est vrai qu'il faut pas parfois. C'est vrai que certains vocabulaires de certaines associations n'ont pas du tout été entendus, par exemple. Certains ont parlé d'Holocauste ou de ces choses-là. C'est pareil, c'est un débat, ça peut s'entendre, mais il y a certaines tranches de la population en France qui ne vont pas forcément le comprendre, hein. Ça, c'est vrai qu'il faut aussi le concevoir. Je pense que ça met aussi plus à l'aise quand c'est des personnes, des descendants des personnes qui ont subi l'Holocauste, etc., qui utilisent ce mot-là, par exemple, que quand on l'utilise sans vraiment se rendre compte de ce que ça a été, enfin, sans se rendre compte, en tout cas, sans avoir de lien direct avec cet événement. Donc, je pense que pour le mot viol, c'est un peu pareil. Il faut se sentir à l'aise de l'utiliser d'après son vécu, etc. Donc oui, la question reste ouverte et oui, même parmi les animalistes, il y a des questions comme ça qui continuent à faire débat. Donc voilà, voilà. Donc le but c'est de continuer à se renseigner, de continuer à s'interroger et à porter un regard critique sur toutes ces pratiques qui effectivement sont barbares. Donc on va passer à la suite si ça vous va. Alors on avait des questions sur l'animal de compagnie. Alors est-ce que posséder un animal de compagnie c'est une forme de spécisme? Et si on en possède un et que c'est dans un cadre dit bienveillant, est-ce que ça reste du spécisme pour autant? Là c'est pareil, je pense que c'est des questions qui font également débat même au sein des activistes. Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est des débats qui continuent parce que oui, effectivement, ça peut être vu comme une privation de liberté. Par d'autres, ça peut être vu comme apporter la sécurité et du bien-être à des animaux. Il y a aussi plein de questions autour de posséder des animaux, comment on les nourrit, etc., qui vont poser des questions. Mais oui, c'est un débat qui n'a pas vraiment de conclusion.
Moi, à titre personnel, j'ai pas d'animaux, mais j'en côtoie qui sont très heureux avec leur humain ou humaine. Et, euh, et d'ailleurs, ça pose aussi une question de spécisme dans l'autre sens, quand on se pose la question de est-ce que, je sais pas, un chien est fait pour être enfermé dans un appartement. On se pose pas la question du confort que ça peut lui apporter aussi. Le monde sauvage ou le monde extérieur, c'est pas forcément quelque chose de très confortable, quelque chose de souhaitable en fait pour les animaux. Je dis pas que c'est pas souhaitable non plus, hein, mais voilà, ça fait débat. Et oui, puis effectivement, en fait, la domestication de certains animaux fait que certaines espèces ne peuvent pas toutes vivre en extérieur. Il y a beaucoup d'associations, par exemple, de chats qui vont vous dire qu'au final, un chat, ça peut être en extérieur, mais qui va être exposé à beaucoup de violence et il risque de se faire écraser et qui sont pas forcément à même d'avoir les outils pour être sauvage. Au final, alors un chat plus qu'un chien, parce que apparemment, il y a souvent des problématiques avec les chiens errants. En France, on a vraiment une politique de préservation de l'animal, heureusement, dans les refuges et l'adoption. Donc c'est pareil, c'est un point de vue contexte. Adopter un animal qui a subi des maltraitances et qui s'est retrouvé dans des conditions de vie déplorables, évidemment que l'adopter, c'est lui rendre service. Alors que Après, de se déplacer dans un refuge, enfin pas dans un refuge, mais dans un élevage spécial pour avoir particulièrement telle race élevée et modifiée génétiquement de chat ou de chien, et surtout l'adopter super petit, et puis du coup parler de possession, il est à moi, hum, je suis son maître, je suis sa maîtresse. Enfin, tout de suite, il y a quand même. Enfin, moi, je C'est vais ça. vraiment deux mesures entre ce qu'on nous vend comme la vie avec un animal de compagnie qu'on possède et qu'on maîtrise et qu'on achète versus la vie d'un animal qu'on adopte et qui vit avec nous, en fait. et puis c'est de Ouais, réfléchir à une philosophie de vie en final, hein, parce que c'est vrai que qui n'a pas dit devant une vidéo d'un animal trop adorable, oh j'en veux un, je veux le même. Enfin voilà, non mais c'est vrai que on a tendance à se dire oui, oh ils sont trop adorables, je le veux avec moi, je vais lui faire des câlins, etc. On a pu de toute façon. Et il est évident qu'il faut, quand on adopte un animal ou qu'on aimerait en en avoir un près de nous et qui partage notre vie avec nous. C'est vrai qu'il faut réfléchir aux termes qu'on utilise. Là aussi, c'est pas posséder, on vit ensemble. Et il faut aussi se dire, voilà, est-ce qu'une vie en appartement, c'est faisable pour lui? Est-ce qu'il va pouvoir manger? Est-ce qu'il a besoin de sortir? Moi, je travaille toute la journée. Il va pas me voir de la journée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut, quand les gens vous disent, ah, mais t'inquiète pas, il va s'adapter. Bah nous, on a vécu un confinement, on s'est adapté aussi, hein. Mais est-ce que ça a été agréable? Je ne pense pas. Voilà, donc l'enfermement, ou l'ennui, ça a un impact considérable sur les animaux également. complètement. Ouais. D'ailleurs, c'est des questions dont ils tiennent compte aussi. Par exemple, dans les élevages de cochons, je crois qu'ils ont obligation de leur donner une petite botte de paille par jour, ne serait-ce que pour qu'ils aient ça comme jeu pour éviter L'ennui, ouais. l'ennui et donc toutes les violences qui vont accompagner l'ennui. Donc, c'est bon, là, c'est pour les élevages, c'est le minimum du minimum, on est d'accord, mais ça pose question pour les animaux de compagnie. Et aussi, oui, il faut bien faire une différence entre adopter un animal pour le sortir de la galère, grosso modo, et participer à l'exploitation des animaux en achetant, etc. À partir du moment où on participe à l'exploitation d'animaux, Ouais. on n'est plus antispéciste en fait, quoi. Ce qu'il faut Si on savoir, c'est... considère les animaux comme des objets, on n'est plus antispéciste. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais Non, je t'en prie. ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a des trafics qui sont illégaux, comme la drogue, les armes, etc. Le trafic de chiots est le quatrième plus rentable en France à l'heure actuelle. De... Avant, alors après, bon, c'est difficile à savoir hein, de quantifier tout ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en quatrième position derrière les armes, la drogue, et je ne sais plus quel autre. Donc, il y a des trafics de chiots. Donc, sachez-le, quand vous Complètement. allez acheter des bébés petits chiens, ils viennent de pays de l'Est, ils ont été vraiment traités comme les animaux qu'on emmène dans les abattoirs. Et bon, je vous fais pas un dessin sur leur destin s'ils sont pas achetés, quoi. Hmm. Complètement.
Donc ça, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir conscience de tout ça. Il y a beaucoup de militantisme autour de ces animaleries qui sont quand même très, très rarement bienveillantes envers les animaux. Donc c'est vrai que si vous voulez un animal, n'hésitez pas à contacter toutes les associations qui savent plus quoi faire des animaux qu'ils ont sauvés, les refuges. Ouais, il y a plein d'animaux en recherche de famille, donc pas hésiter. Voilà, ça serait dommage. Bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question, même si on pourrait en parler des heures. Ensuite, on avait une remarque de quelqu'une qui nous disait qu'elle était animaliste et qu'elle avait été écœurée, comme le témoignage que tu as pu donner tout à l'heure, Willen, du milieu, parce que elle a eu énormément de confrontations par rapport à ces idées qui sont, elle, abolitionnistes. Apparemment, c'est une personne qui est anti-porno et anti-prostitution et qui ne comprend pas que de telles réticences dans ces milieux-là et qu'elle a reçu même des insultes. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est... Bon, là, je vais rebondir parce que tout à l'heure on a dit que on m'a présenté comme étant activiste chez L214. Alors en fait, j'ai été adhérente de pas mal d'associations et donc je suis allée dans pas mal de réunions, euh, salons, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez sidérant, quoi, de voir que les idées abolitionnistes ne sont pas du tout considérées dans ces milieux-là. On passe pour un ovni quand on dit qu'on est contre la prostitution et le système porno criminel. Alors que les liens se font assez facilement, comme on a pu le voir sur les diapos tout à l'heure. Oui, il y avait des commentaires qui évoquaient la zoocriminalité, donc là pour le coup le viol d'animaux par des hommes qui étaient également des vidéos postées sur les sites pornocriminels. Donc par rapport à ça, c'est vrai que dans ces milieux-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un sexisme ambiant qui est très très prégnant. C'est vrai que avoir la parole ou autre, on voit que c'est compliqué, il faut vraiment s'imposer, c'est usant. De la drague constamment, c'est vrai qu'il y a certains hommes, on a l'impression qu'ils ont, alors je dis bien certains, qui veulent gagner des points de karma pour être au top du progressisme. Et c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment d'être l'empowerment, comme on dit en anglais, la prise de pouvoir par une sexualité débridée et enflammée à travers une exposition de soi sur Internet ou autre. Donc c'est vrai que euh, c'est quand même fort dommageable de voir qu'ils sont incapables de faire le lien avec, comme vous avez dit Juliette et Willen, des inséminations ou des choses comme ça, qui sont des pénétrations non seulement non désiré, mais alors là, absolument pas voulu. Donc c'est quand même le parallèle, il est quand même assez facile à réaliser. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout entendu et qu'il y a un rejet qui est très très violent, virulent. On n'est pas du Encore, tout entendu à ce niveau-là. encore une fois, moi, enfin, mes réflexions et ce qui m'a amené à finalement sortir du mouvement antispéciste pour me consacrer vraiment 500% du temps au mouvement féministe, ce serait plutôt cet espoir que j'ai, qui est beaucoup plus fort de rendre le milieu féministe antispéciste en faisant appel aux arguments qu'on a avancés et à notre empathie en tant que femme féministe, au fait qu'on soit habitué à ne pas faire des hiérarchies de souffrance comme on en a parlé tout à l'heure. Et j'ai beaucoup plus d'espoir sur ça que vers l'inverse, féminister le mouvement antispéciste, où il y a 20% d'hommes. Enfin, je veux dire, vraiment, je sais où va ma priorité, quoi. Oui, exactement. Voilà. D'où l'intérêt de cette dernière diapo sur laquelle on va revenir incessamment sous peu. Il faut vraiment qu'on trouve une convergence des luttes à ce niveau-là. C'est très important que nous, on reprenne le dessus. Nous sommes l'extrême majorité des militantes pour le bien-être animal, autant animaliste qu'antispécisme, pour celles qui ont bien cerné la différence. Donc, c'est vraiment important qu'on, là aussi, on se réapproprie cette empathie qu'on a pour les animaux. Tout à fait. Complètement. Donc, voilà. Et au moins, ne pas leur nuire, enfin, sans être Oui, militante voilà. animaliste, réussir à tenir compte des animaux dans son quotidien et donc à ne pas leur nuire, c'est essentiel, quoi.
Ouais, puis c'est cohérent en fait avec nos luttes. Alors, on a une toute dernière question et après on pourra revenir sur la dernière diapo et essayer de discuter. On verra comment on s'organise pour que ça soit vivant et interactif. Donc la dernière question, c'était alors quelqu'un qui nous disait, je pense que manger de la viande, c'est très culturel. Comment peut-on ouvrir les esprits autrement? Donc heureusement, Créer une ça nouvelle culture. voilà, contre-culture. Bam. Bah, bien sûr, c'est culturel, c'est les traditions. Il y a ce côté santé du fait on ne connaît pas du tout le discours des véganes qui disent hello. En fait, ça va. Enfin, mes analyses de sang, elles sont géniales. Je vous assure, je suis même à mon avis en meilleure santé que vous si vous mangez de la viande 3 fois par jour. Donc, il y a cette chose-là qu'on n'entend pas du tout. Et il y a cette tradition de oui, mais sinon, c'est pas de la vraie nourriture. Ce n'est pas un vrai repas s'il n'y a pas un cadavre dans mon assiette, etc. Et ça, moi, dans toutes les discussions que j'ai eues avec certaines personnes, c'est vraiment ça prend du temps de déconstruire ça. Une des étapes par lesquelles il est facile de passer aujourd'hui, c'est des suppléments, en fait. Passer d'un bœuf bourguignon à un seitan bourguignon, c'est vraiment pas... Enfin, en fait, c'est pas du tout compliqué. Et ça, je pense que ça peut vraiment favoriser, c'est-à-dire retrouver les plats auxquels on a été habitué, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de choses, et puis qu'on peut cuisiner soi-même, et qui du coup ne sont pas plus expensive, Cher, euh, onéreuse. onéreuses, merci. On peut faire des raclettes véganes soi-même, enfin, je veux dire. Il faut favoriser ce discours-là pour créer notre contre-culture. Et De toute ensuite, façon, évidemment, arriver à juste inventer plein de nouveaux plats dont on ne s'est jamais posé la question avant. Voilà, moi je pense que créer cette contre-culture et valoriser notre discours de hey, regardez, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Regardez, c'est vachement bien, c'est vachement bon et vous pouvez retrouver cet aspect et ce goût qui vous est cher ailleurs. C'est le number one, mais en vérité, dès qu'on commence à être sensibilisé sur la partie éthique, la tradition n'a plus d'impact en fait. Parce que sinon, c'est cette même tradition que toutes les traditions qui ont opprimé les femmes. À un moment, on a dit wow, c'est plus possible et on est sorti de ça quoi. Donc, je pense que dès qu'on fait appel à la souffrance, qu'on rappelle, enfin, fait appel, je veux dire, qu'on évoque ces arguments-là, c'est facile en fait. ouais, de Et convaincre puis les gens. cette contre-culture, en fait, c'est sortir du patriarcat, quoi. Franchement, Mm. c'est encore une fois sortir de la vision des dominants sur les autres, quoi, sur le corps des autres, etc., quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer à regarder les animaux autrement et qu'il faut voir en eux des individus. Vraiment, que ce sont des personnes qui souhaitent vivre leur vie comme nous, en fait, quoi. Mm. Donc cette contre-culture, ça va vraiment être ça. Ça va vraiment être sortir du patriarcat et ça va être aussi la solidarité avec ces animaux, quoi. Comme on a une solidarité entre nous, comme on a la sororité au sein du féminisme, hein, et que cette sororité nous aide au quotidien, et ben, il faut qu'on commence à être solidaire des autres animaux, quoi. Oui. Et puis, comme on disait, hein, comme disait Willen, effectivement, c'est un spectre très large auquel on s'attaque. On s'attaque. C'est vrai que la question de la masculinité toxique, par exemple, on est en plein dedans avec le culte de la viande, du muscle, du sport, de la virilité. Il y a, mais heureusement, il y a une prise de conscience qui vient depuis seulement quelques années, hein. Là, il y a eu un documentaire qui est sorti qui s'appelle Game Changers. Alors, c'est sur des athlètes de haut niveau qui sont devenus végétariens ou véganes et qui ont prouvé que leur capacité était décuplée. C'est sponsorisé par Arnold Schwarzenegger, qui quand même qui rentre bien dans l'archétype de l'homme bien viril dans le sens où la société l'entend en tout cas, et qui nous dit qu'il est devenu vegan. Voilà, et qu'il en a pas. Et en plus, il a passé les 70 ans, il n'a pas perdu de masse musculaire ni rien. Au contraire, il a trouvé qu'il avait une meilleure forme, etc. Donc ça, vraiment, il y a énormément d'études qui le prouvent, beaucoup de documentaires, on va vous envoyer tout ça. Et puis pour convaincre les gens, non seulement il y a des sources évidentes, etc., mais on peut passer par le plaisir, hein, effectivement, en créant des plats véganes. On vous enverra des recettes et autres. Il y a des gâteaux sans œufs, sans rien, sans beurre, qui ont vraiment un meilleur goût que les gâteaux qu'on peut manger type granola ou autres biscuits. Donc ça,
J'ai pu travailler avec des enfants, c'est vrai que quand on leur fait des petits gâteaux véganes ou quand on leur fait des steaks végétariens, ils voient même pas la différence. Donc ça, ils adorent. Hein. Ils disent ah mais ouais super. En plus, j'ai pas tué de poussin. Voilà. Donc là, ils prennent conscience que c'est possible. C'est vrai que ça demande du travail parce que pour l'instant, c'est pas tellement commercialisé. Hein. Quand on n'a pas le temps, quand on travaille, qu'après on a sa deuxième journée qui arrive, on doit s'occuper de nos enfants. C'est vrai que ça peut être compliqué, mais même pour des adultes. Hein. Il y a plein de dérivés de faux saumon entièrement vegan à base d'algues. Ça a vraiment un goût de saumon, quoi. Enfin, et palliatif, ça se trouve. Et puis, il y a pas mal de ressources, hein, notamment sur Instagram, par exemple, vous avez Accidentellement Vegan. C'est un compte qui recense tout ce que vous pouvez trouver de vegan dans le commerce. C'est hyper pratique quand même. Vous allez pouvoir justement trouver des biscuits, etc., qui sont vegan en fait de base, pas parce qu'il y a une recherche particulièrement à être vegan, mais juste il y a pas de produits animaux dedans. Et ça pourrait vous aider dans votre quotidien si vous avez besoin. Puis pour attirer les enfants, il y a plein de petits paquets de gâteaux avec des petits bonhommes, des petits animaux trop mignons dessus. Donc ça, généralement, ça leur plaît bien aussi. Il faut passer par du visuel, des dessins animés. Et c'est vrai que c'est terrible, hein, mais le lobby du lait a carrément mis un pied dans l'école. Hein. On leur donne des fascicules pour leur dire il faut absolument que vous mangez un yaourt, du lait. Il y a même des Complètement. intervenants externes qui viennent. Hein. Et ça, il faut Ouais. vraiment le déconstruire, leur dire non, ça, tu sais, c'est des gens qui ont donné de l'argent pour qu'ils mentent, en fait. C'est pipeau. Ça, Ouais, c'est le terrible. Hein. lobby de la viande Et du lait. fait vraiment, et du lait fait vraiment un gros lobbying dans les écoles. Faut en fait réussir à harponner le consommateur très tôt et Voilà. malheureusement ça marche très bien. Mais bon. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ces questions? On peut essayer de répondre sur la question d'adapter nos luttes pour converger. Ouais, c'est bon? Alors, alors, on nous demande est-ce que ça coûte plus cher d'être vegan? Est-ce qu'une personne à faible revenu peut être vegan facilement? Là, c'est pareil, on vous enverra des ressources. Il y a vraiment des choses pas chères. Tu peux acheter des pois chiches. En veux-tu, en voilà. Tu fais plein de choses avec, hein, je t'assure. C'est faisable. Après, c'est vrai qu'il faut. Voilà, on vous donnera des liens et des astuces parce que voilà, il y a certains magasins où c'est vraiment assez onéreux, c'est vrai. Donc là, il y a moyen de trouver des recettes maison pour beaucoup moins cher. Voilà, le pois chiche, c'est la vie. J'ai des très faibles revenus et je suis végane assez facilement et aussi, faut un peu adapter le quotidien quand même, c'est vrai. Mais c'est tout à fait possible et vraiment, je dépense beaucoup moins d'argent en étant végane qu'en étant végétarienne, par exemple. Et aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place pour nous permettre de consommer autrement. L'exemple que j'ai assez souvent, c'est que bon, voilà, j'essaie de réduire toute ma consommation de manière générale. À un moment, je me dis, tiens, il faut que je m'achète des chaussures. Et Mm. dans ce cas-là, pour s'acheter des chaussures, quand on se tourne vers les chaussures véganes, donc en simili-cuir, c'est en fait une si petite industrie que c'est très cher. Donc, Mm. qu'à cela ne tienne, consommons autrement. Hop, j'installe Vinted sur mon téléphone ou je sais pas, le Bon Coin, ce qui vous correspond le mieux, et où je vais en friperie et je trouve quelque chose qui a déjà été acheté et qui du coup me convient parce qu'en fait je ne participe pas à aucune industrie. Bon, je vais quand même pas acheter des chaussures en cuir parce que véritablement ça me dégoûte. Mais par contre, si je réachète par ces circuits-là de consommation durable des chaussures en plastique, ben je me sens bien. Enfin, vraiment, genre, je pense que c'est Ça aussi, ça va dans le sens de sortir du patriarcat, hein. De ça. sortir du capitalisme, c'est aussi sortir du patriarcat. Donc, Mm. Bah, d'ailleurs, je me permets de rebondir parce qu'on a une des participantes qui nous dit exactement la même chose, qui nous dit que pour inclure l'animalisme dans notre militantisme féministe, il faut effectivement repenser nos modes de vie et en parler autour de nous. Voilà, comment nous on y est arrivé, quelles astuces on peut donner, quels conseils on donne sans, voilà. Si on est trop injonctive, je pense que ça risque de pas suivre. Mais voilà, c'est aussi une manière d'argumenter qui est importante. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette remarque? je pense que c'est hyper important de justement parler de son engagement pour les animaux.
Moi, quand je suis devenue végétarienne, c'était il y a longtemps. Et j'ai eu tellement, tellement de pression et de moqueries et d'humiliation que j'ai fini par arrêter de parler des animaux et par accepter le fait qu'on me dise, mais c'est un choix personnel. Et non, en fait, c'est pas un choix personnel. Mm. Manger des animaux, c'est pas un choix personnel, comme exploiter ou tuer des femmes, c'est pas un choix personnel, en Mm. fait. C'est en fait un choix de société et c'est aussi pour ça qu'il faut diffuser sa vision de la société idéale, qui serait justement une société où on ne tue plus les femmes, où on ne tue plus les animaux. Voilà, et du coup, parler de notre engagement, c'est essentiel en fait. C'est vraiment essentiel. Ouais. Sans que Donc, ce soit non plus une injonction il faut à tout prix en parler partout. Enfin, c'est évidemment quand vous le sentez, mais Bien sûr. là, le fait est que très souvent, quand même, on est française, on sait ce que c'est. Quand on retrouve des personnes, c'est souvent autour d'une table. Il y a souvent de la nourriture. Le sujet est difficile à éviter. non, puis quand nos interlocuteurs ont recours à cet argument de la liberté individuelle, c'est une sorte de paresse intellectuelle pour ne pas réfléchir aux impacts et aux conséquences de toutes ces pratiques. On entend exactement la même chose pour la prostitution, mais de toute façon, elles le veulent bien, elles font ce qu'elles veulent. C'est pas ma faute. Euh, voilà, Ouais. c'est pas ma faute. De toute façon, les gens font ce qu'ils veulent. Tant que ça m'impacte pas, c'est pas grave. Mais ça t'impacte peut-être pas directement, mais en fait, si, parce que comme on l'a répété plusieurs fois lors de ces webinars, ça a un impact non seulement sur la santé, mais sur la planète entière. Et en plus, Bien tu sûr. tues des êtres vivants. Enfin, voilà, et c'est en masse, et c'est Sans du aucune gâchis. excuse. C'est plus que du gâchis Ouais. quand tu vois la production de McDo ou des choses comme ça. On utilise je sais pas combien de poussins ou de poulets pour faire un nugget, ce qui est même pas bon. Enfin voilà, Puis c'est surtout que c'est voilà. vraiment, comment dire, c'est une fois qu'on commence à le voir, c'est sous nos yeux. Mm. C'est-à-dire que, bon, du coup, je commence un peu à répondre sur le côté vers l'écoféminisme, etc., parce qu'en fait, c'est évidemment extrêmement lié. C'est-à-dire que acheter un t-shirt à 3 euros, on en connaît les conséquences aujourd'hui parce que on s'est renseigné, parce qu'on a vu des documentaires ou des choses comme ça, mais c'est pas véritablement devant nous toute l'exploitation humaine qu'il y a derrière. Alors que décider d'aller acheter du camembert, le lien, il est en fait notre action a un impact mais tellement 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 direct quoi qu'on peut vraiment mais on peut faire une trace, un lien entre notre argent à ce moment-là et le viol de la vache et le meurtre du veau. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de choses pour moi où le lien il est aussi Bon. présent que. Mm. On ne peut pas essayer de se déculpabiliser à partir du moment où on accepte que le morceau de viande dans notre assiette, c'est le morceau du corps de quelqu'un. Enfin, vous voyez. Complètement. Et là, on nous demande aussi, est-ce qu'il y aurait une application qui donnerait tout ce qui peut être production végane, éthique, féministe autour de chez soi? Alors, moi, j'avoue, ça, je connais pas trop. Quelque chose qui serait aussi large, mais oui, ça doit exister. Et puis, c'est surtout des sites qu'on trouve qui permettent de recenser les fermes ou les produits locaux, n'est-ce pas? Il y a l'application Apicao qui peut aider, qui Happy recense Cow? énormément de restaurants et de commerces qui ont des produits véganes, si ça peut aider. Happy Cow comme une vache? Ouais, vache heureuse. Vache heureuse. Happy Cow. Voilà, donc on a Happy Cow. Non, mais je pense qu'effectivement, si on tape ressources végétariennes, applications sur euh, Google Play ou Apple Store, je pense que ça doit se trouver. Juliette, tu connais des choses, toi, par rapport à ça? Non, pas trop. Apica, je tiens à dire que c'est en plus dans le monde entier, hein. Ah, super. Enfin, moi, quand je voyage, ça me dit où je peux manger, etc. Donc, c'est vraiment utile. Mm. Voilà, donc l'application Happy Cow, si ça peut vous tenter. Je vois qu'on a eu un long commentaire de Ouais. Esmeralda et vraiment, mais je suis extrêmement d'accord avec ce qui est dit, c'est que oui, c'est la société en entier qu'il faut repenser et faire évoluer et croiser toutes les luttes. Je veux dire, oui, c'est évident. Et on peut pas avoir notre analyse féministe et animaliste si on n'a pas une analyse anticapitaliste et autres. Après, la question, et c'est aussi, donc, je vous donne mon analyse brute, hein, sur ma réponse à quelle lutte favoriser, c'est à mon avis
à quel endroit je vais avoir le plus d'impact. Et de par mes lectures, mes analyses, mes discussions, le regard global que je porte sur la société, j'ai l'impression que en annihilant les violences masculines, en fait, on aura vraiment beaucoup de mal à faire tenir le spécisme, le capitalisme et toutes les autres formes de discrimination. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis impliquée en premier lieu dans la lutte féministe et que je suis militante à Oser le féminisme, mais pas à la VG Pride ou Anonymous for the Voiceless ou que sais-je. Enfin, c'est d'abord parce que je n'avais vraiment pas envie de militer avec des hommes, mais ensuite parce que j'ai l'impression que c'est le bas de la pyramide à faire tomber pour que tout s'écroule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si. Si, non, mais c'est vrai que c'est évident. On l'a répété plusieurs fois. C'est tout un ensemble qu'il faut mener à mal. Et il faut voilà, mettre à mal le capitalisme, le patriarcat, l'animalisme, le racisme. Parce que tout ça, c'est un tout. Et une fois qu'on aura. C'est comme un Jenga. Une fois qu'on en aura enlevé un ou deux, peut-être que tout s'effondrera et qu'on pourra enfin vivre dans un monde éthique et bienveillant. Bon, Et, si possible, dans 5 ans, ce serait cool. voilà. Et c'est vrai que c'est pour C'est ça aussi que pour ça. heureusement qu'il y a beaucoup de prise de conscience par rapport à quand moi j'étais petite, par exemple. C'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout. Là, il y a des cas d'investigation entiers sur l'impact de la, comment ça s'appelle, la fast fashion, je crois, c'est ça? Ou le coton dans les vêtements, des reportages sur Starbucks qui montrent ils disent qu'ils vendent un café équitable, alors que absolument pas. Ils sont en train d'exploiter des. Enfin, faut pas croire le marketing. Donc ça, c'est vrai que c'est pareil. Il faut vraiment, c'est un travail de longue haleine, de réinformation et de désinformation qui est très important à faire. Et puis, je voulais dire que c'est aussi pour ça qu'il faut interroger le spécisme, parce que c'est vraiment un pilier du patriarcat pour moi, et que du coup, l'ébranler, ça ébranle le patriarcat, quoi, tout simplement. Exactement. Donc, vraiment devenir antispéciste, sortir de la vision spéciste du monde, ça aide vraiment à démonter le patriarcat. C'est quand même notre but ultime, bien le dire. Exactement. Tout à fait. Alors, sans transition, on nous dit que en plus de Happy Cow, il y a Vego Resto, mais que pour la France. Voilà, donc si vous voulez manger végétarien, vegan, apparemment, il y a des adresses sur L'appli de l'application. 214. Voilà. Ah, Le 214 recense énormément de restaurants à travers la France entière, hein, où vous pourrez manger végétarien. Cette appli Vegoresto, c'est une appli créée par L214. D'accord, très bien, super. et du coup, sur la partie comment inclure l'animalisme dans notre militantisme féministe, alors qu'il ne devrait y avoir de S, mais bon, vous avez compris. Est-ce que vous avez des breakthroughs, Des remarques, des des petites réactions. s'allument? Je peux peut-être déjà dire que sans être donc une militante active, juste participer au boycott, c'est déjà énorme pour les animaux. Ne plus les consommer. Déjà, ce serait une super base. Donc, si vous avez des réunions militantes, voilà, ou féministes camp ou des choses comme ça, ne pas servir de corps d'animaux, ce serait vraiment super, quoi. Alors, au Feminist Camp, on a toujours une option végane. Après, c'est vrai que je posais la question de est-ce que une option. Enfin, donc les véganes au Feminist Camp sont généralement ravis donc d'avoir cette option-là. Mais étant donné que nous ne sommes dans ces moments-là qu'entre nous, donc qu'il n'y a aucun risque de subir des violences masculines en adoptant un régime vegan pendant 2 jours, je pense que c'est quelque chose auquel on devrait réfléchir la, de la véganisation complète de toute la nourriture proposée en Feminist Camp. Enfin, c'est un cas très précis, mais Oui, je pense voilà, de toute façon, ça c'est l'organisation de nos événements. Et effectivement, on commence à y réfléchir et on se dit que, comme ce qu'a pu évoquer Juliette à l'instant, c'est important de faire en sorte qu'il y ait une convergence aussi de manière globale et cohérente, même dans nos événements où on est entre sœurs, on est hors patriarcat, pour pouvoir tester aussi de nouveaux modes de vie. C'est important de pouvoir échanger à ce niveau-là et d'avoir des expériences nouvelles. Puis, comme
pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant et pour pas participer à la violence du patriarcat, ne pas manger d'animaux, c'est vraiment, je pense, essentiel, quoi. Voilà. Donc, il nous reste encore quelques minutes à partager ensemble. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez intervenir, nous donner des conseils, donner votre avis. N'hésitez pas. Et puis après, je pense qu'il faut être force de proposition aussi, hein. N'hésitez pas à nous contacter pour mener des actions. Si vous avez des idées, on pourra s'organiser pour voir ce qu'on peut faire. Faire de la pédagogie, c'est vraiment, je pense, pour le moment, le point le plus crucial pour vraiment être entendu. Faire de la pédagogie et enfin oui, répandre ces idées qu'on a là dans nos milieux, genre ce serait tellement incroyable. Et moi je sais pas s'il y en a parmi parmi vous toutes qui sont dans d'autres associations féministes ou voilà qui militent. Mais tisser des liens avec des associations animalistes et leur permettre de s'exprimer devant du coup des femmes que sinon peut-être dont elles n'arriveraient pas à capter l'attention. Donc comme ici avec Willen, ben en fait moi je trouve ça tellement important. Enfin, avoir ce truc de, on n'est pas des, on peut pas être expert sur tous les sujets, donc on invite nos copines expertes sur d'autres sujets et on met toute notre knowledge en commun. Et puis la prochaine étape, c'est l'inverse, c'est-à-dire des militantes de féminisme invitées à un événement de la VG Pride pour faire avoir des illuminations aux femmes pour leur dire que si vraiment le féminisme ça sauve et c'est tout aussi important dans leur vie que leur lutte animaliste quoi. Enfin, qu'est-ce que Avec t'en penses, grand Mélanie? plaisir. Avec très, très grand plaisir. On avait une dernière question. Nous avons fait le lien ce soir entre spécisme et sexisme. Est-ce qu'on peut aussi le rattacher au racisme? Alors, je pense qu'on l'a déjà un peu évoqué, mais on peut répondre succinctement à la question. Puis après, on se quittera sur ces bonnes paroles. Oui, les liens se font aussi très, très facilement, hein, notamment dans l'animalisation des corps des personnes noires. On aurait tellement de choses à dire encore. Donc, c'est un phénomène de hiérarchisation, hein, tout simplement. Complètement. Donc, Ouais. les liens entre toute forme d'oppression se font de manière assez simple. Et, Oui, d'ailleurs, c'est à la fois simple et c'est à la fois complexe. C'est vrai qu'en l'occurrence, les corps des Noirs, notamment par l'esclavage, etc., ont été vraiment exploités de la même manière que beaucoup d'animaux ont été exploités. Donc, il y a vraiment beaucoup de liens à faire, hmm. quoi. Et là aussi, Ouais, hein, comme je crois que c'est Juliette qui parlait de ça tout à l'heure, mais dire que par exemple une femme noire, on l'appelle toujours panthère, ou une femme issue ouais, du Maghreb, on va toujours parler de gazelle, ce genre de choses. Bah, voilà, c'est pareil, on animalise la femme et puis on va féminiser les animaux comme dans les pubs pour Orangina, là, avec ouais, des poitrines de femmes, des muscles d'hommes sur des animaux. Il y a une sorte d'imbrication comme ça, pornifiante et complètement. Et une qui est grosse complètement. essentialisation, quoi. Ouais, voilà. Et ça, c'est Ouais. vraiment. Les femmes noires, elles sont ceci, elles sont cela, elles ont plus d'appétit sexuel, elles ont moins de ceci, moins de cela, etc. Enfin bref, tout un tas de clichés. Voilà, Euh, tout voilà. est fait Et pour que les la personne animaux, ne soit pas, les tout est fait pour que la personne soit pas une humaine et qu'on puisse l'objectifier. Donc, voilà. On a le même principe que dans beaucoup d'oppressions. ouais, complètement. Donc, je pense que nous touchons à la fin du webinaire, à moins qu'il y ait une dernière réaction. Moi, j'ai une dernière réaction. Est-ce que vous pouvez dire dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui, là, en arrivant, n'étaient pas encore vegan et repartent en se disant, bon, je vais me poser la question. Pourquoi pas? Ah, on dit oui, moi. Ah. Il y en a au moins une. Quelques-uns, voilà. Si vous saviez. Donc là, c'est pareil, n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous une fois que la vidéo sera sortie. C'est toujours du contenu qui permet d'être compris et entendu, comme disait Willen, voilà, qui a subi des moqueries quand elle a annoncé qu'elle voulait être végane. C'est bien ça, hein, Willen, je ne déforme pas tes Oui, propos. des Ouais. moqueries, des humiliations. Ouais.
On vous offre là une rhétorique pour pouvoir parer à certains arguments qui n'ont pas forcément lieu d'être et qui sont une défense pour conserver un petit plaisir qui n'est pas légitime, à savoir manger des corps d'animaux. Et le remplacer par d'autres plaisirs qui, du coup, sont vraiment des trop beaux plaisirs. Parce que je vous assure que quand on commence à rentrer dans ces actes en cohérence avec ce qu'on pense au fond de nous, c'est-à-dire, enfin, je veux dire, personne ici ne s'est dit pendant la présentation, ah si, moi je pense que vraiment elle raconte n'importe quoi, je suis tout à fait dans mon bon droit en consommant les corps des animaux. Donc à partir du moment où on a cette espèce de dissonance cognitive qu'on identifie, ah je sais quand même qu'elles ont un peu raison, je sais mais j'attends, etc., ben, ça crée un inconfort. Et quand vous adopterez un mode de vie animaliste, ce sera tellement confortable. Enfin, je veux dire, moi, je ressens un grand bonheur, une grande fierté de juste d'être en cohérence entre mes idées et mes actes, quoi. En tout cas, on vous remercie une fois encore d'avoir été si nombreuses et si nombreux à participer, de pouvoir une fois encore partager nos idées, être force de proposition. Si jamais, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à venir nous poser des questions si vous n'avez pas à oser les poser durant la soirée. On vous envoie tous les liens qu'il faut pour aller plus loin. Et on remercie une fois encore Ouyen de s'être joint à nous ce soir, hein. Merci encore. Merci à tout le monde Pour ton éclairage. Et on va vous souhaiter une très bonne soirée et encore 1000 fois merci. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.